Cette hebdo, édition du dimanche 26 août 2018. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Élection présidentielle dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'organisation du scrutin du 7 octobre dans ces deux régions préoccupe. Entre les cartes d'électeurs des populations qui sont détruites et les menaces des sécessionnistes, la presse s'interroge. Comment vont voter les habitants de ces deux régions? On en parle dans un instant, tout comme nous reviendrons également sur les options délocalisation et fusion des bureaux de vote proposés par Elections Cameroun. Et toujours dans le cadre de cette élection, on reviendra sur les programmes politiques et engagements des différents candidats. Zoom cette semaine sur le programme du candidat STF Joshua aussi et sur les 50 premiers engagements du candidat Akere Mouna du FPD. Qu'est-ce qu'ils offrent aux Camerounais? On en parle. Et pour sortir de cette émission, pas de course certainement, on dira un mot sur la liste des 23 lions indomptables sélectionnés pour affronter le Comores le 8 septembre prochain. Après les thèmes, nous faisons connaissance avec le panel. On va commencer par vous, Sam Séverin Ango. Vous êtes journaliste, mais depuis quelques jours, vous assurez la communication de Franklin Difford Afaoui, oui, après avoir assuré celle de Akere Mouna pour l'élection présidentielle. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, bonjour et merci à STV qui nous accueille ce dimanche. Vous l'avez dit, je crois que c'est connu depuis quelques jours, effectivement. Moi, j'ai fait le choix de rester en cette année 2018, tout au moins dans le domaine de la communication politique, dont l'acteur politique que j'étais déjà pratiquement même du temps de la radio et de la télévision. C'est-à-dire que dans nos émissions à l'époque, il était question de soulever tous les matins des problématiques essentielles qui se posent à la gestion globale de notre pays. Donc aujourd'hui, si j'ai fait le choix de basculer au dernier moment vers un tout autre personnage, c'est bien parce que je me suis aperçu que ces derniers, de tous les 9 finalement, je parlais des 8 si vous voulez, parce qu'il y en a un qui est au pouvoir depuis bientôt plus de 30 ans et qui s'active à y rester. Parmi les 8 candidatures validées donc en face du régime en place, ne peut s'en trouver aujourd'hui qu'une seule personne, à mon sens finalement, lorsque j'ai pris le temps pendant 7 ou 8 mois de côtoyer les milieux de l'opposition camerounaise et des forces dites de changement, qu'il était bien compliqué à la fin de continuer pour moi, de rester dans des équipes qui, à la limite, ne sont pas en mesure d'implémenter les choses qu'elles sont venues déclarer à la face du peuple camerounais. Mais avant d'aller chez Akere Mouna, vous n'avez pas fait ce travail de recherche qu'on connaît aux journalistes pour savoir à peu près quelle idéologie était véhiculée par cette équipe-là? Non, c'est pas un problème d'idéologie, finalement. Je crois que vous et moi et n'importe qui pouvaient donner le bon Dieu sans confession à un profil comme celui du bâtonnier Akere Mouna, qui est présenté, et je crois que c'est reconnu comme cela, sur la place nationale et internationale, comme l'une des plus belles carrières quand même sur ce plan-là, et en matière de lutte contre la corruption, on le sait, sur des responsabilités qu'il a pu occuper, mais là, ça arrêtait l'angélisme. Moi-même, j'étais très très frappé par ce joli profil, mais quelle n'a donc pas été ma surprise, étant de l'intérieur finalement de m'apercevoir qu'il y a comme un gros fossé entre ce qui peut être présenté et ce qui peut être dit, et la réalité des choses, commençant par la gestion de la petite république qui était bâtie autour de lui, parce que on a quand même fait venir des gens, soit de l'étranger, soit ici. Moi, j'étais le tout premier à pouvoir m'engager en faisant beaucoup de sacrifices. Et à partir de là, je m'étais attendu à ce qu'il y ait un minimum de respect vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis du contenu des choses que j'étais chargé de faire. Au beau milieu, je n'ai pas pris le temps de vous le dire à mi-parcours. J'étais déjà en train d'avaler beaucoup de couleuvres. Mais ce n'est pas le lieu pour moi ici de faire un procès, une querelle publique finalement. Parce que malgré tout, c'était une expérience enrichissante qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais je suis libre parce que je suis le seul à savoir ce que j'ai vécu de l'intérieur pour dire aux Camerounais aujourd'hui, la vérité ne se situe pas à ce niveau par rapport à ce que moi je suis en train de rechercher comme idéal. Vous remarquerez que moi je ne suis pas arrivé en politique un peu à la manière de quelqu'un qui arrive, comme on peut le voir dans les chaumiers. Moi je le fais un peu avec beaucoup de passion, avec le cœur. Donc à partir du moment où les choses que moi je défends sont piétinées, sont galvaudées, j'ai le libre choix de partir. Encore que pour ceux qui m'ont fait le procès d'être parti d'un camp à un autre, prenez juste l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Florian Philippot, qui a été le numéro 2 du Front National aux côtés de Marine Le Pen, qui a cheminé avec elle pendant de très longues années, de plateau en plateau, de meeting en meeting, mais qui au dernier moment a trouvé que ce n'était plus possible pour lui de rester et qui est allé fonder son propre mouvement. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est permis, tout autant que dans les métiers de journaliste, c'est permis. Jean-Marie Cavada a été un grand journaliste, il est devenu député européen, tout autant que Noël Mamère, et parlant, on va dire, d'une certaine forme d'instabilité, je prends l'exemple de quelqu'un
qui est d'origine camerounaise et que vous connaissez, Patrick Fandio, qui est un gars de Banganté, qui était major de la promotion de l'école de journalisme de Lille, enrôlé par France Télévisions en France 2. Il est allé de France 2 à TF1. On ne quitte pas TF1 a priori, mais il est parti TF1 pour le groupe Canal+. En plus, il a fait, je crois, beaucoup de choses pour bien d'autres chaînes. Aujourd'hui, il est producteur indépendant, donc ça fait partie du métier. Sauf que le fait de le faire de façon aussi constante, ça pousse à s'interroger sur vos véritables convictions finalement. Les convictions, c'est celles que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on recherche un mieux-être. Et j'ai cité des exemples qui viennent... Un mieux-être quoi Un mieux-être, un épanouissement professionnel à la limite. C'est-à-dire que, bon, vous savez que les animateurs journalistes stars, c'est comme ça qu'on les appelle en Europe, eux, ils n'ont pas besoin vraiment de se mettre dans le contexte africain. Chez nous, ici, à la limite, c'est le patron de presse qui vous dit que c'est lui qui vous fabrique. Donc, vous n'avez rien à démontrer en tant que journaliste qui a du talent. Donc, moi, je me suis bien posé la question, est-ce qu'on m'a fait le reproche partout où je suis passé si je n'avais pas été bon journaliste? Je peux vous faire le tour de toutes les émissions que j'ai pu faire et je crois que ça a pu... Maintenant, je choisis là où je peux aller et les auditeurs et téléspectateurs qui m'apprécient peuvent me suivre là où je pars. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, vous faites le choix d'accompagner le candidat Franklin Ndifor. Vous êtes bien conscient que des 8 de l'opposition, c'est le plus inconnu, on va le dire comme ça, de tous. Précisément, c'est pour ça que j'ai fait ce choix et c'est pour ça que je suis étonné par ceux qui pensent que j'ai pu le faire à un moment pour des considérations purement intéressées. Non, si c'était pour des raisons matérielles et financières, je sais là où je serais parti, là où on distribue assez facilement de l'argent. Je ne suis pas allé là-bas, je suis allé vers la personne qui est peut-être méconnue encore, mais qui peut se révéler être le candidat de la dernière heure qui viendra surprendre tout le monde. On est à 2 mois de l'élection. S'il reste méconnu à 2 mois de l'élection, est-ce que ça ne pose pas un véritable problème? Encore que c'est vous qui le dites. Il est très bien connu parmi les cercles qu'il fréquente. C'est quelqu'un qui, au-delà de sa vocation qui va être président de la République, qui ne doit pas être connu que dans les cercles qu'il fréquente. Tout à fait. Maintenant, ceux qui ont été présidents de la République et qui ont été bien connus un peu partout à travers le monde et qui ont hérité de la gestion de ce pays-là, quel bilan on peut en faire? C'est ça la réalité aujourd'hui. Le Cameroun n'est plus un pays à gérer forcément parce qu'on a été très bien connus, rompus à la gestion des choses. C'est justement eux qui ont échoué. Donc aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui est pur, qui est neuf et qui viendra simplement faire changer les choses en termes d'habitude. Donc en réalité, c'est au niveau... Tout à l'heure, j'aurai le temps de vous expliquer en quoi est-ce que ça consiste, la mécanique du problème camerounais qui n'est pas fondamentalement lié au beau programme et au beau discours qu'on peut révéler sur du papier. Merci Sam Sévérin-Ngo d'être avec nous ce dimanche. Rapidement, on va parler de l'affaire Abassado, Nganou Messi et les 9 km de route qu'il fallait construire pour 42 milliards de francs CFA. Un commentaire? Oui, juste un commentaire, ça m'intéresse parce que le domaine des travaux publics au Cameroun, les grands chantiers, c'est l'un des prototypes du gros échec du renouveau finalement. Aucun chantier n'a été commencé et a été achevé. Il y a toute une batterie d'administration également. Je rappelle simplement qu'en matière de route, vous avez au Cameroun, en dehors du ministère des Travaux publics, vous avez un secrétariat d'État chargé des routes, vous avez quelque chose qu'on appelle le CONAROUTE, Conseil national de la route. Vous avez également le ministère en charge des marchés publics, sans oublier que la présidence de la République qui contrôle tout en matière de grands projets structurants au Cameroun, à travers le secrétariat général, a également sa main mise à ce niveau-là. Ça fait donc toute une batterie de choses qui n'arrivent pas, le moment venu, à prendre les bonnes décisions, parce que chacun veut se lancer dans ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire de la gabégie. Dites-moi, au niveau même, je vais dire, du deuxième pont sur le Vouri, on n'est pas encore au bout du suspense. Aujourd'hui, on nous annonce des choses qui ne sont jamais respectées. Les déclarations de M. Nganou Messi n'ont jamais été suivies de faits réellement. À chaque fois qu'il déclare quelque chose, quelques mois après, on va se rendre compte qu'il est passé un tout petit peu à côté des promesses qu'il avait formulées. Mais il parle avec beaucoup d'éloquence et de rhétorique qui, malheureusement, ne se révèle pas sur le terrain comme étant quelque chose de vérifiable. En matière de grands projets, je vais vous dire, en passant, parce que ça fait partie d'un grand ensemble, que les barrages de Memvele et de Mekin sont adossés sur de gros scandales financiers, c'est-à-dire qu'on est parti des sommes de 100 milliards de francs CFA à plus de 500 milliards aujourd'hui. Le chef de l'État ne maîtrise plus grand-chose là-dessus. Donc en matière de route, aujourd'hui, nous sommes bien mal partis. La pénétrante Est que vous évoquez est devenue au-delà d'un calvaire aujourd'hui pour entrer et sortir de la ville de Douala. Au plan
économique macro, c'est un gros manque à gagner au niveau de la sous-région Afrique centrale. Au-delà des déplacements, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Ça va être bien compliqué aujourd'hui d'aller voir comment est-ce que les gens vont rentrer et sortir de la ville de Douala par la faute des gens qui n'ont pas su faire des prévisions. Parce que la route qui est affaissée entre le marché du château Niala et le lieu du Total Ogbaba, il y a longtemps qu'on avait vu venir cela, mais on n'a jamais rien voulu faire parce que nous n'avons pas affaire à des gens qui se soucient de l'intérêt général du peuple, finalement. Merci Sam Sévérin-Ngo d'être avec nous ce dimanche. Juste Merci. en face de vous, nous recevons Maître Emmanuel Pensi, avocat. Bonjour Maître. Bonjour Reine, j'espère que nous n'allons pas assister à un monologue de Sam Sévérin Du parce tout, que du tout. apparemment il semble être traumatisé par son départ parce qu'il parle tellement beaucoup que je me suis posé s'il n'y a pas un problème d'ordre médical. Cela dit en passant, c'est un excellent journaliste. Vous commencez très mal. Non, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Je vous ai pas coupé. Non, Sam, vous Sam, n'avez non, pas non, affaire non, des non, non, intérêts. je ne vous ai pas coupé. Problème Vous avez parlé d'ordre médical, c'est très grave. Vous avez parlé pendant Sam Sévérin-Ngo. 15 minutes. Je ne personne m'adressais vous a pas à vous. coupé. Sam Sévérin-Ngo. Non, 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 Je ne vous laissez-moi parler. permettrai pas de m'insulter au début Je de ne vous ai pas, l'émission. je vous ai pas, Je ne vous le permettrai pas, je Maître ne Pensi. vous ai Sam pas coupé. Sévérin-Ngo, Sam Sévérin-Ngo. Répondez à la question, vous ne Sam vous adressez pas à moi. Sam Sévérin-Ngo, nous Vous sommes avez parlé encore... pendant 15 minutes Messieurs, en laissant des personnes qui sont ici. Vous n'êtes pas le modérateur. Sam Excusez-moi, vous avez un Sévérin-Ngo parti. et Maître Pensi, Non, nous non, sommes il a- encore vous au avez- début. Il a un parti que Oui, personne oui, ne mais connaît. permettez-moi, C'est pas ça le sujet, je vous vous êtes ai hors suivi. sujet, mon cher Permettez-moi, monsieur. Je vous Maître, ai d'en placer suivi. une. Non. Permettez-moi, Maître, d'en placer une. Sam Sévérin Il faut pas également. Il faut accepter. hein. Nous sommes encore au début Au de débat. l'émission. Voilà, Non, au vous vous débat. attaquez pas à moi. Maître, Non, Il c'est faut pas élever vous. le débat. C'est pas Sam vous. Ne vous Sévérin, adressez pas à moi. Vous avez Sam parlé Ne de vous adressez vous. pas à moi, je vous réponds Non, tout de non, suite. vous avez Sam parlé de Sévérin, vous pendant 15 minutes. Voilà. Donc, je Ce qu'on va réponds faire, 30 messieurs, secondes. Mais pas sur moi. ce qu'on va Non. faire, Parce que vous avez parlé de vous. Donc, on ne doit pas dire. On ne doit pas Je faire répondais répliquer. à madame. Ah, d'accord. Messieurs, ce qu'on va faire, J'espère que nous ne faisons pas partie de votre débat. Vous allez faire votre débat à deux. Maître Pensi, Alors, bon, allons-y. ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de laisser. Oui, que il faut chacun- éviter que chacun chaque fois s'exprime. que, parce que Voilà. c'est Que un chacun journaliste s'exprime. qui vient ici parler de ses états d'âme, pourquoi il est parti, etc. Ça ne nous intéresse pas, son petit problème qu'il a. Ce qui nous intéresse, qu'on parle des débats. C'est ce que je suis venu faire. Je ne pensais pas que je suis venu faire un débat sur les états d'âme de Ngo, qui est un excellent journaliste par ailleurs, et qui fait du mercato politique. Mais ça, c'est pas mon problème. Justement, avec vous, je voulais qu'on... C'est pas vous l'intéressant, Je c'est le voulais public. qu'on Parle parle pas avec pour vous, Sam Sévérin-Ngo. Je voulais qu'on parle avec vous, Maître Emmanuel Pensi, du décès de Kadji Defosso, le grand bâtisseur camerounais, que vous avez peut-être connu. J'ai très bien connu Kadji quand j'étais enfant. Monsieur Kadji était un ami de mon père. Et je pense que nous étions à l'école primaire avec les enfants de Kadji, Pierre, avec Odette, qui est l'amie de ma grande sœur qui est à Paris depuis 46 ans. J'étais avec Josette en fac à Paris et j'allais chez eux en boum, à la rue Pergolèse et partout. Kadji, c'était un très grand personnage que j'ai connu. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, j'avais fait des commentaires et le juge, je pense que c'était peut-être sur cette chaîne, et il a demandé à Maître Happy de m'appeler en disant « mais c'est pas vrai, c'est le fils de mon ami ». Et on a eu une discussion. C'est quelqu'un vraiment qu'on aimait beaucoup. C'était un capitaine d'industrie. L'industrie, justement. C'est C'était- justement de ce secteur-là que je voulais qu'on parle. C'était en même temps un autodidacte qui sentait les affaires. Parce que quand on fait du business, on peut dire que les gens font des études de marché. Mais lui, il avait le nez pour sentir les affaires et pour aller jusqu'au fond. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il y a des affaires qui existent. Les gens vont faire, je vais faire le business plan, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais ce monsieur qui n'a pas été à l'école a pu faire et sentir des affaires dans tous les domaines. Même dans le domaine du football. Le terrain où se trouve, où Gilbert a monté l'école, où sont sortis des footballeurs comme les Samuel Eto'o, c'est lui qui l'a fait avec ses enfants. Donc nous venons de perdre là, et j'espère que d'autres personnes. Parce que ce n'est pas simplement parce qu'on va à l'école qu'on doit faire du business. En Afrique, c'est vrai, il faudrait le faire, mais nous sommes dans des domaines où si vous êtes quelqu'un qui a des idées et qui peut aller jusqu'au bout des idées et faire des rencontres pour chercher des financements, parce que moi je l'ai vu, par exemple, quand il a eu des problèmes, il a eu à payer, vous savez en France, quand vous avez des petites dettes, on vous interdisait de prendre le visa. Kadji Defosso a payé cash des sommes d'argent, et c'est un monsieur, je pense qu'on regrettera beaucoup, il avait un âge, je ne sais pas lequel, mais il faut le dire, cette personnalité politique qui a remis une mairie de plusieurs centaines de millions, ERDPC étant en même temps un grand militant du parti. Donc moi, c'est un monsieur que je dis Qui est resté maire de 2002 à... Oui, c'est quelqu'un que je jusqu'à vais... sa mort. Malgré ça, on ne plaire pas les gens comme de cet âge. Mais moi, on m'a appelé
à 5h30 du matin quand il est mort en Afrique du Sud. Et je peux vous dire que j'ai versé une larme pour ce grand personnage qu'est le président Kadi Defosso. Merci, maître, d'être avec nous ce dimanche. Juste à côté de vous, nous recevons un autre avocat, c'est maître Moustapha Ngwana, avocat et militant du SDF. Bonjour, maître, et merci d'être là ce dimanche. Bonjour, je vous remercie. Et bonjour également à vos nombreux téléspectateurs. Avec vous, on parle de la rentrée scolaire et des livres, une bonne partie en tout cas, toujours pas disponible. En tant que parent, certainement, vous êtes inquiet? Naturellement, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets et nous ne sommes pas également surpris parce que, voyez-vous, nous sommes dirigés par des personnes qui ne sont pas du tout prévoyantes, qui ne savent pas faire de la prospective. Vous imaginez que ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il y aura une rentrée en septembre. Et c'est à quelques jours, à quelques mois, bon, dans un délai, on ne peut plus proche de la rentrée, qu'on fait la modification relativement aux livres scolaires et on ne prend aucune disposition pour que les enfants et les parents puissent avoir la documentation dans des délais raisonnables. Donc ce sont des approximations qui caractérisent un peu le gouvernement de la République du Cameroun et approximations que nous regrettons au plus haut point. Parce que c'est peut-être une formule toute faite, mais on a l'habitude de dire que gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est également savoir que les livres doivent arriver dans un délai raisonnable pour que les populations puissent s'approvisionner sans être obligées de faire des bousculades et des longues files. Merci d'être avec nous. Le quatrième invité est certainement en chemin. Sujet d'entrée commun à tous les panélistes, ce communiqué qu'on retrouve à la page 18 de Cameroun Tribune du 24 août. C'est un communiqué portant publication des résultats de la consultation pour l'acquisition de 15 véhicules à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Attribution à Camille suivant la procédure de gré à gré. Ce qui intrigue, c'est le montant des 15 véhicules, 700 millions de francs CFA, soit plus de 46 millions de francs CFA pour le véhicule. Commentaire, Sam Severango. Oui, nous, on n'est pas étonnés, finalement, parce que parmi les deux choses qui gouvernent, si je peux le dire, la gestion globale des affaires publiques au Cameroun, il y a bel et bien donc ce gaspillage à ciel ouvert. Et avant de revenir à ce sujet-là, ce gaspillage commence au cœur même de l'État, c'est-à-dire au plus haut niveau, au sommet de l'État du Cameroun, c'est-à-dire la présidence de la République dont l'organigramme est quelque chose de totalement touffu aujourd'hui. Le budget global de la présidence par semaine nous a généralement été révélé au-delà de 50 milliards de francs par semaine. Alors si de telles choses sont vérifiées et vérifiables, comme c'est généralement attesté, on n'est pas dans une république, on est dans quelque chose qui finalement fait le bonheur de quelques privilégiés. Et ça, c'est un discours aujourd'hui qui finalement a régulièrement été tenu, mais qui peut être vérifié à travers des nouvelles comme celles que vous nous donnez tout à l'heure. Nous avons choisi le modèle d'un État bling-bling, c'est-à-dire que les dirigeants camerounais adorent les grosses mécaniques, les grosses voitures. Vous allez arriver dans une administration, un seul personnage, on ne sait pas exactement quelle est la responsabilité qu'il occupe pour l'intérêt de ce Cameroun. Il a un véhicule de service qui va chercher dans les 60 millions de francs, et même que ça dépasse ces proportions-là. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous nous dirons, le Cameroun n'est pas compliqué à gérer, il va simplement falloir limiter ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de remettre des véhicules rutilants à tout ce beau monde qui sont au service de l'État et de ces services, je vais dire, de ces démembrements aujourd'hui. Nous avons une fonction publique donc essentiellement budgétivore, avec des réseaux parallèles de rémunération et de rétribution. Ce ne sont pas des choses que nous nous disons, ce sont les experts des institutions comme la Banque mondiale qui l'a encore révélé il y a quelques jours seulement à Yaoundé, non sans rappeler que les fonctionnaires camerounais eux-mêmes sont les mieux mal payés, si je peux le dire, au niveau de la sous-région Afrique centrale aujourd'hui, parce que il y a des systèmes de détournement qui sont mis en place à travers également le système des commissions, des séminaires, des comités de pilotage, toutes ces choses-là qui encombrent finalement l'ordonnancement de la gestion des grands projets pour qu'on donne le sentiment qu'on est en train de bien gérer la chose. Donc, au niveau de l'acquisition des véhicules, ça date depuis le temps de M. Alamine Ousmane, même qui avait commencé à évoquer la réduction du train de vie de l'État. Mais cela est resté lettre morte que sur du papier, sur de simples incantations. Quand on demande à ce que le ministère des Finances puisse faire en sorte que les personnels de l'État du Cameroun ne puissent pas bénéficier de tels avantages mirobolants au prorata
de ce qu'ils sont en train de donner comme rendement, il ne s'agit pas de se limiter à la simple parole. Vous évitez simplement de décaisser de telles sommes au bénéfice de ces gens-là. C'est tout simple. Et vous avez encore des exemples assez graves et gravissimes, des ministres qui ont d'importants budgets également, qui au-delà des fonds qui leur sont alloués de façon officielle pour l'acquisition de ce type d'avantages-là, en profitent encore généralement, comme c'est le cas pour l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, qui est aujourd'hui ministre des Transports, qui avait pu quand même aller acquérir le dernier modèle de véhicules 4x4 de type Ford, Fortuner, je ne sais pas, c'était dans les 60-75 millions également. Toutes ces choses-là sont vérifiées. C'est pour cela que quand on nomme quelqu'un au Cameroun, on dit article 2, l'intéressé bénéficiera des avantages prévus par la nature et toute la réglementation. Et ce fameux article 2, c'est quelque chose qui a miné, qui a plombé l'économie camerounaise de façon globale. On n'aura même pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. L'argent du Cameroun est au Cameroun et il est détourné ostensiblement, ostentatoirement par ceux qui ont bénéficié à un moment donné d'une petite parcelle de pouvoir. Maître Emmanuel Pensy, pour un marché public, une procédure de gré à gré, plutôt que un avis d'appel d'offres pour mettre justement les uns et les autres en concurrence, d'autant plus qu'on parle d'un marché de plus de 5 millions de francs CFA. Explication juridique. Pour les marchés de gré à gré, quand on veut les faire, pour des sommes qui sont supérieures à ce montant-là, on saisit le Premier ministre et qui va l'accorder. Je voudrais d'abord revenir sur... Allez-y, maître. Je vais appeler ça des débordements de M. Ango. Parce que ça ne pouvait pas marcher. C'est ce même caractère qu'il avait. Vous ne pouvez pas marcher avec Bernard Mouna parce que autant Mouna, c'est quelqu'un qui est un homme rond, c'est l'huile, et tant lui, c'est le feu. La réunion de l'huile et le feu, ça explose. C'est pour ça que quand il prend la parole, il explose et attaque tout le monde en même temps. Il attaque la présidente de la République en disant que la présidente de la République dépense 50 milliards par... Je ne sais pas si c'était par mois ou par semaine, je ne sais même plus. Un chiffre était tellement énorme que j'ai failli m'évanouir parce que ça ne correspond tout simplement à quelque chose qui n'existe pas. Je vous souhaite qu'on fasse un débat sérieux. Quand on vient sur ce plateau-ci, je sais que c'est un journaliste qui est connu et que, bon, on vous connaît déjà. Donc, on n'avait pas besoin de faire des éclats pour que ça fasse du buzz. Ce montant-là n'existe pas. Revenons également à l'attaque qu'il a fait au ministre des Affaires secondaires. Et je suis choqué. Monsieur Bibeye, quand vous parlez de lui, a cassé lui-même ses propres voitures. C'est parce qu'il a des 4x4. C'est quelqu'un qui a mis sa fortune. C'est quelqu'un qui est équilibré et qui ne dépense pas beaucoup. Donc vous avez mal cherché la personne de votre angle d'attaque. C'est un monsieur très sérieux et que moi je connais depuis de nombreuses années. S'agissant maintenant de votre problème des voitures, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme va où? Elle va dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc je ne pense pas que nous ayons les meilleures routes du monde. Les voitures qu'ils ont choisies, c'est les prix des 4x4. Vous ne pouvez pas aller au sud-ouest et au nord-ouest si vous n'avez pas un 4x4. Et si vous regardez, parce que vous n'avez pas, vous ne savez peut-être pas quels sont les prix des véhicules, les prix de véhicules de 4x4 à 46 millions, c'est de l'ordre certainement des Prado. Ce n'est pas des Land Cruiser. Donc, il me semble que ce soit des voitures qui soient adaptées. Donc, je ne voudrais pas... Les gens peuvent choquer au niveau du chiffre. Mais lorsqu'on envoie... Pour un pays comme le Cameroun, 700 millions de francs CFA pour 15 véhicules. Est-ce que vous ne trouvez pas... Mais c'est le montant, c'est 46 millions. Vous connaissez moi, j'ai une Mercedes. Les voitures coûtent cher. On ne va pas acheter pour aller au nord-ouest et au sud-ouest des voitures d'occasion, ici à côté, là, comment on appelle même ça, à l'hôtel Ndé. On achète des voitures qui fonctionnent. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est la pratique. On n'est pas au Rwanda, qui comme au Rwanda, l'État a, je crois, moins de 10 véhicules. On n'est pas encore arrivé de ça. C'est vrai qu'il faudrait, par la suite, arriver à une situation où on va apporter une réduction. Je veux dire qu'au même moment, on parle de réduction du train de vie de l'État. Oui, mais le problème anglophone me semble être, le nord et le sud-est me semble être tellement important que si vous voulez que cette commission se déplace au nord et au sud-ouest, il faut des 4x4. Sinon, ils n'iront pas. Moi, le chiffre ne me choque pas. Franchement, il y a des choses qui m'étonnent. Parce que quand j'ai regardé, moi aussi, la première chose, j'ai vu le montant, 15 véhicules, mais ce n'est pas des véhicules de tourisme, c'est le montant des 4x4. Et à mon avis, si vous regardez les routes qui ne sont pas très bonnes, et on pourra en discuter,
mais vous êtes obligé de prendre des 4x4. Donc c'est la mission qui leur est confiée, et pour cette mission-là, maintenant, le gré à gré, pourquoi on ne va pas commencer à faire les appels d'offres? Pourquoi? Parce que ça prend du temps, et avec des délais, et il me semble que le problème du Nord-Est et du Sud-Ouest est un problème urgent, et que tous les Camerounais voudraient qu'il y ait la paix dans cette région-là. C'est ça ce que j'ai à dire sur ce problème. Je crois que ce n'est pas un scandale. J'ai été moi-même souvent eu à discuter et à trouver que il y a des dépenses qu'il faudrait contenir. Ça, c'est un problème qui est réel. Mais sur ce qui concerne les dépenses qui ont été faites par cette commission présidée par l'ancien Premier ministre Moussongue, il ne me semble pas que ce soit exagéré. Je sais que pour les Camerounais, ça représente un montant énorme. Mais quand on est sur le terrain, vous demandez à Camille Toyota, à n'importe qui, le prix des 4x4 pour y aller, c'est le montant. Alors, Maître Emmanuel Pensi faisait justement remarquer que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme veut acquérir ces voitures-là pour aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. On remarque à côté que la Commission a été mise sur pied en janvier, le 23 janvier 2017, soit une année plus tard. Si vous deviez faire le bilan de l'exercice de cette Commission-là, notamment dans la crise anglophone, parce qu'elle a été mise sur pied au plus fort de la crise anglophone, même si ce n'est pas que pour gérer la crise anglophone qu'elle a été mise sur pied. Si vous deviez faire le bilan des actions de cette commission dans la crise anglophone depuis un an exactement qu'elle est sur pied, qu'est-ce que vous diriez? Je vais d'abord commencer par revenir sur quelque chose qui vient d'être dit. Je comprends qu'on ne soit pas choqué au RDPC de ce qu'on dépense 700 millions pour une commission qui, à ce jour, n'a pas produit le moindre résultat. Ça s'explique par le fait qu'au RDPC, l'unité de mesure semble être le milliard. Parce que lorsqu'on a volé, lorsqu'on pose les actes, vous entendez toujours, c'est des sommes mirobolantes, c'est des sommes astronomiques. Mais ces sommes-là, elles sont dirigées vers ce que la Banque mondiale, comme cité tout à l'heure M. Ango, appelle les recherches de rente. Donc on crée des commissions qui sont essentiellement budgétivores et qui, à la fin, ne réussissent pas à atteindre l'objectif pour lequel elles ont été créées. Voyez-vous, cette commission-là a rendu un rapport, il me souvient, a rendu un rapport, et dans le rapport en question, la question du fédéralisme avait été posée. Vous avez vu que ceux qui nous gouvernent ont refusé d'adresser cette question-là. Donc, à la réalité, la commission, j'ai la faiblesse de penser qu'il s'agit d'une espèce de poudre de perlimpinpin. On essaye de tromper, on essaye de vouloir voiler le véritable problème en créant cette commission-là qui, malheureusement, à ce jour, ne peut pas, en toute quiétude, réaliser les objectifs qui sont les siens. Donc, je dois le dire, je ne crois pas. Et vous ne me direz pas le contraire, que cette commission puisse apporter une once de solution à la résolution du problème anglophone. Et encore moins les véhicules qui sont achetés. À un moment où nous parlons de réduction du train de vie de l'État, vous avez également constaté, nous avons fait sortir notre projet de société dans lequel nous fustigeons effectivement l'existence et la création de ces commissions-là, qui sont en réalité des commissions pour pouvoir caser les copains, caser les personnes qui ont déjà tout reçu de la République. Donc en réalité, nous n'attendons rien de cette commission, mais nous sommes, contrairement à Maître Pensi, choqués par les 700 millions qui sont décaissés à un moment où nous avons des problèmes les plus élémentaires à pouvoir gérer. On parle de routes, il accuse l'état des routes pour justifier le décaissement de sommes aussi folles. Mais dites-vous bien que ces routes-là ne sont pas entretenues par... Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas M. Ango qui doit entretenir les routes en question. Ceux qui doivent entretenir les routes, c'est le camp auquel appartient Maître Pensi qui en a la charge. Le camp auquel vous appartenez, vous ne me prêtez pas les mots. Et je ne vous ai pas coupé non plus tout à l'heure quand vous parliez. D'accord. Donc c'est le camp auquel vous appartenez qui ne fait aucune prévision. Et je vais vous dire, dans le projet de société que nous présentons, nous créons une régie qui va s'occuper de la réparation des routes à l'immédiat. Donc lorsqu'il y a un nid de poule qui commence, on n'attend pas. On n'attend pas pour pouvoir créer un marché de plusieurs centaines de millions. On s'attaque directement au problème avec l'aide des populations. Cela va être fait dans l'intérêt supérieur des Camerounais. Et on n'aura plus besoin à ce moment-là de dépenser des centaines de millions pour résoudre un problème qui en réalité ne se trouve pas dans les régions anglophones. Le problème se trouve à Etoudi. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de changement de modèle de gouvernance, c'est le problème d'un homme qui se trouve à Etoudi, qui est perclus, qui est préoccupé par l'âge, la maladie, c'est-à-dire que l'incompétence. Tout ça, c'est les routes, ça.
Non, on parle des routes, si vous Maître débordez. Pensi. Non, Maître- je vais dire une chose ici. Maître Pensi, Maître Pensi. Je suis Vous venu n'êtes pas mon ici objecteur de conscience. Vous n'êtes pas mon objecteur de conscience. avec Merci. l'intention d'être poli. Maître Emmanuel Petit. Mais si vous vous mettez à attaquer le président en débordant au niveau du sujet, ma réaction, la dépense sera inversement proportionnelle à votre attaque. Merci Maître Je Emmanuel vous Petit avertis. pour la précision. Merci d'avoir On précisé. parle d'un sujet, ne débordons pas. Vous avez la parole, Maître Ngwana. Nous ne parlions pas que des routes. Nous Ah, parlions Maître parlions Emmanuel des 700 millions qui ont été dépensés. Et nous essayons d'expliquer aux uns aux autres pourquoi est-ce que les 700 millions sont dépensés. Comment est-ce que nous pouvons sortir de là? Sortir de là également, c'est changer le modèle de gouvernance. Je ne pense pas que je déborde. Et le chef de l'État de la République du Cameroun, je ne suis pas un spécialiste de Sainte Écriture. Somme 90, verset 10. Le temps de nos jours dure 70 ans. Pour les plus robustes, 80 ans. Le chef de l'État de la République du Cameroun est un homme qui a été béni par le ciel de vivre aussi longtemps. Mais il y a un moment dans la vie où certaines tâches ne peuvent plus être accomplies avec exactitude, avec efficacité. Et ce n'est pas l'insulter que de le dire. J'aimerais bien avoir la chance de vivre autant. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'avec la gouvernance qui est mise sur pied, avec le système qui est en place, que cette chance-là, on ne peut plus hypothéquer, hypothétique. Et ce n'est pas insulter que de le dire. Merci Maître Ngwana. Sur les actions menées par la Commission nationale en une année d'exercice, ça me servira encore. Vous êtes d'accord vous-même qu'il n'y a rien finalement à se mettre sous la dent par rapport à ces actions-là, à la création même de cette commission dite de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Nous étions déjà à l'époque assez nombreux à monter au créneau pour dire que c'est une mesure cosmétique qui tendait à vouloir commencer à solutionner la crise anglophone à l'époque. Et j'aimerais dû que le représentant du SDF ait pu nous rejoindre là-dessus. Il ne s'agit que d'un machin, entre guillemets, qui sert à contenter. Vous savez, on a remis là les Amatoutou Mouna, l'abbé Jean-Marie Baudot. Alors, monsieur Mafani Moussongue lui-même, qui en est le président, et non seulement ancien chef du gouvernement, mais grand chancelier des ordres nationaux, on le met encore à la tête. Vous connaissez le traitement au-delà des véhicules, le traitement déjà que ces gens reçoivent tous les mois. Allez-y voir, c'est pour cela que moi j'ai dit, je ne viens pas ici en imposteur. L'imposture, on sait où elle se retrouve. Et pour la bonne suite de ces débats, moi je vous interpelle, c'est vous votre émission. Ici, on n'est pas à la CRTV. Donc on ne peut pas venir dicter la loi à Spectrum Télévision comme si on en était le modérateur. Moi je suis plutôt très très sérieux et on sait de quel côté est-ce qu'on veut se faire intéressant en rappelant qu'on a été frère des enfants de ci et cela. Nous on est des enfants issus des milieux modestes. Et si on arrive à ce niveau, c'est bien par le mérite à la limite. Donc on n'est pas là pour faire du one-man show, mais vraiment de dire la réalité de la chose telle qu'elle se présente. La commission du bilinguisme et du multiculturalisme n'a rien apporté, rien du tout dans la recherche des solutions à ce problème. Maintenant, on a la preuve qu'elle permet simplement encore d'engloutir d'importants moyens. Et quand on fait un débat comme ça, on ne se limite pas au premier degré, cher monsieur. On va au-delà. Ça veut dire qu'on peut poser la problématique du train de vie de l'État avec ses conséquences néfastes au niveau de tous les démembrements, parce que la politique des commissions, des comités de pilotage et de toutes ces autres choses que l'on crée, est-ce que vous connaissez les types de véhicules qui sont utilisés par ceux qui font partie de ce qu'on appelle le PNDP, le Programme National de Développement Participatif qui est rattaché au MINEPAT? C'est-à-dire que lorsqu'ils doivent... Bon, c'est vrai qu'on va nous dire ici que les routes sont mauvaises, les routes sont gâtées, mais honnêtement, on n'a pas besoin au Cameroun d'affecter ce niveau de véhicules à des fonctionnaires qui ne produisent pas de résultats. Aujourd'hui, on est au bord du rouleau. Bientôt, peut-être, on ne sera plus en mesure de payer la masse salariale des fonctionnaires camerounais. Ça également, c'est une vérité, vous ne le savez pas. Je ne veux pas évoquer le cas du malaise qui règne dans les rangs de l'armée camerounaise aujourd'hui. Par la faute de cette mauvaise gestion, aujourd'hui, il y a eu une dernière correspondance du ministre des Finances adressée, alors c'est lui qui donne de l'injonction au MINEPAT, de ne plus procéder à certains types de décaissements parce qu'on est arrivé au rouge. La faute, c'est à qui? La faute, c'est à ces mêmes gens-là. Nous sommes aujourd'hui, à quelques semaines, peut-être on va dire qu'on doit organiser une Coupe d'Afrique des Nations alors qu'on est passé totalement à côté de ces chantiers-là parce qu'on s'est endetté inutilement pour rattraper le gap aujourd'hui. Le chef de l'État du Cameroun, je suis aussi de ceux qui pensent qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'il a bénéficié d'une longévité exceptionnelle. Donc, il est plutôt béni de ce point de vue. Mais reconnaissons que si nous sommes dans le désastre dans lequel on est situé aujourd'hui, c'est précisément parce que le chef de l'État, depuis longtemps, se situe
Vous terminez, assez loin Séverin. du peuple. C'est-à-dire que c'est un président de type aristocratique qui ne va pas toucher du doigt. Il n'est pas au courant de ce... Monsieur Biya n'est pas au courant qu'entre Niala Château et Total Ogbaba, c'est coupé. Il n'est pas au courant qu'à 2 églises, le délégué du gouvernement, Antonin Toné, et tous les autres, y compris tous les maires d'arrondissement, n'ont rien pu faire depuis des mois. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour boucher les trous. Il n'est pas au courant qu'on risque une insurrection populaire aujourd'hui parce que les populations camerounaises commencent à être fatiguées. Il n'est pas au courant que la pénétrante Est, tout à l'heure, moi je vais prendre la route pour retourner à Yaoundé, c'est un calvaire, vous passez 2 à 3 heures pour sortir de la ville. Ce sont des choses qui auraient pu nous être évitées, mais nous avons donc la malchance d'avoir à la tête de la gestion de nos affaires publiques, des personnes qui ne pensent qu'à eux. Donc c'est complètement luciférien leur façon de gérer les affaires. C'est pour ça que nous nous appuyons aujourd'hui sur des solutions qui passeront par une voie un peu plus, on va dire, spirituelle. Je voudrais répliquer parce que j'ai l'impression que Sam Séverin sera plus journaliste, il sera pasteur dans l'église de Franklin Dufont. Dites ce que vous voulez, parce qu'à chaque fois, vous voulez... Laissez-moi, laissez-moi, vous attaquez, Ok, on va y aller, on va y aller. Je réplique. Ok. Parce que vous prenez trop de temps de parole, et à mon avis, il faudrait qu'on ait des horloges. C'est pas ma faute, hein. Non, parce que vous ne savez pas être... Tout ce qui est clair s'énonce avec On revient au débat. concision. On revient au débat, messieurs. On revient au débat. On revient au débat. Voilà. Il n'est pas assez concis, il veut toujours prendre la parole. Donc il est devenu pasteur. Je suis très clair, cher ami. Pasteur Ngo, permettez que je puisse récliner. J'étais déjà assez sur les actions, Maître Pensi, en une année d'exercice. Mon problème, ce n'est pas de répliquer sur ce que vous me posez comme question. Votre problème, c'est moi, de ce que je dis. Non, ce que vous ne comptez pas. Votre parti n'existe pas. J'aurais souhaité que Ngo qui vient ici, qui représente un pasteur que personne ne connaît, Kendi Fort, j'ai appris son nom aujourd'hui, il s'appelle même Franklin. On lui souhaite un destin à la Roosevelt, mais je crois quand même que quand on vient sur un plateau, quand on vous pose une question, en disant que... J'ai pas de leçon à recevoir de vous, surtout pas de vous. Non, c'est pas ça. Je dis que le débat que vous faites toujours, vous débordez, vous parlez du PNDP, vous parlez de ceci, de cela. Tout le monde peut parler de ça. Donc si vous voulez déborder, les débordements, nous pouvons aussi les faire en disant que moi, je ne connais pas le pasteur Dufort. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Le pasteur Dufort, on ne sait pas qui c'est. Vous le saurez, cher ami. Vous représentez quelqu'un qui représente pour l'instant le néant et qui a peut-être beaucoup d'avenir au ciel. C'est pas ça le sujet. Maître Emmanuel Pensi, ce que vous appelez débordement, c'est en fait la présentation des cas similaires. Non, c'est pas un cas similaire. Si, c'est en fait la présentation si vous voulez que je fasse des cas similaires, allez-y, Maître il fait de la diversion, il a rien à dire. Maître Emmanuel Pensi, posez-moi la question. Voilà, tout à l'heure vous avez dit que vous ne voulez pas répondre. Je ne veux pas, mais je voudrais quand on insulte le président de la République. Oui, Maître Emmanuel Pensi. Vous savez que si on insulte le président de la République, Maître Emmanuel Pensi. Moi j'ai un problème. Dès que vous insultez mon corps, à ce moment-là, je suis d'accord avec vous, Maître Emmanuel Pensi. Je n'accepterai pas un peu de respect au chef d'État. J'étais au Maroc. C'est pas ça le sujet, cher ami. J'étais au Maroc. Vous nous perdez. On m'a posé des questions parce que j'étais allé avec des journaux camerounais. Les gens ont lu ça. Il y a ce qu'on appelle offense au chef d'État. J'ai l'impression qu'au Cameroun, le président est devenu la balle où n'importe qui sort de je ne sais d'où se met à l'insulter sans respecter la fonction. Maître Emmanuel Pensi. Et ça, je trouve ça intolérable. Ce que j'aimerais, messieurs... Et je ne suis pas là pour accepter d'être le ping-pong pour qu'on tape sur moi alors qu'on doit répondre sur des sujets sur lesquels les gens n'ont aucune maîtrise. Ce que j'aimerais, messieurs, c'est que... Messieurs, ce que j'aimerais... Oui, j'ai répondu. Messieurs, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'une question est posée... On répond à la question pendant que et pas pendant 3 heures. Messieurs, pendant que votre vis-à-vis répond, si vous avez quelque chose à dire, vous attendez... Je lève le doigt. Vous attendez, exactement, vous attendez... Mais qui n'insulte pas le président. Mettez-moi un truc sur ce débat-là. Vous attendez... On fait le débat sur le sujet, on s'arrête là. On n'insulte pas le président, il n'est pas candidat. Maître Emmanuel Pensi, il n'est pas là pour le faire. Je peux terminer au moins, Maître Emmanuel Pensi. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Voilà. Je ne veux pas que ça aille dans tous les sens. N'oubliez pas qu'à la maison, il y a des gens qui regardent. Oui, c'est très bien d'insulter le président de la République et moi, je ne vais pas digérer. Voilà, si vous ne digérez pas, vous pouvez le dire, Maître Emmanuel Pensi. Voilà, mais qu'on ne continue pas à chaque fois qu'il prend la parole pour l'insulter. On revient. Soyons polis. On ne parle pas du président de la République, mais on parle parle des actions de tout un gouvernement. On revient on termine donc sur ce que vous pensez de cette première année d'exercice de la commission Moussangué.
Je pense que la commission de Peter Mussonge a fait ce qu'elle a pu. Mais nous sommes dans un problème. Le problème anglophone, c'est un problème qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Tout le monde sait comment il a commencé. Et il y avait un agenda caché. Parce que, contrairement à ce que les gens disent, moi, j'étais appelé par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'était le 16 novembre, pour discuter avec un certain nombre de responsables de l'ordre des avocats et des magistrats, tous les présidents de cette juridiction-là, pour discuter au niveau du ministère sur le problème que posaient les avocats anglophones. Et nous avons eu à régler ce problème qui disait que tout le monde connaît. Et il y avait après les enseignants qui ont pris. Alors ça a débordé parce que de l'autre côté, les gens cherchaient l'indépendance. Donc c'était les sécessionnistes qui ont pris. Et actuellement, ceux qui tuent et ceux qui assassinent, et j'ai dit les gendarmes, parce qu'on n'en parle pas. Les gendarmes qui nous dépensent. Hier encore, avant-hier encore, il y a plusieurs qui sont morts. Et moi, je dis que quand les gendarmes meurent, vous ne pouvez pas les mettre sur le même pied d'égalité. Les gens qui meurent pour nous, pour la défense de l'intégrité territoriale et la défense de nos biens, en même temps qu'avec des bandits, parce que maintenant, ça s'est transformé en bande armée. Parce que je ne suis pas du tout certain, c'est pas Agbor, dont le domicile, Agbor Congo, le jeune avocat, dont la maison de son père a été incendiée quand il a demandé qu'il y ait la paix. Or, nous sommes dans une situation difficile, dans une région excessivement difficile, où les deux gouverneurs du Nord-Est et du Sud-Ouest ont été attaqués, où le ministre de la Défense lui-même a été attaqué, dans des situations terribles. Et vous avez vu l'arsenal que ces gens sont en train de faire et qui sont financés, je ne sais par qui. Donc voilà que la commission a du mal à être visible sur la le terrain. commission sur le lieu, ça demande une logistique particulière, et cette logistique particulière demande, ils ont déjà fait des propositions, certaines propositions qui sont sur la table du président de la République, qu'ils ont envoyées, et il faut qu'ils aillent plus loin, et ils ne peuvent pas aller plus loin s'ils n'ont pas le matériel nécessaire. Je dis qu'effectivement, le montant est important, mais vous ne pouvez pas aller au nord-ouest et du sud-ouest si vous n'avez pas un 4x4. C'est tout ce que j'ai à dire, mais il faudrait que les Camerounais aillent demander quels sont les prix de ces voitures. Tout le monde sait que quand vous allez avec une petite berline, vous ne pouvez pas y arriver. Donc elle échouera si elle a des berlines. J'espère qu'elle pourra faire mieux. Et il y a des gens dans cette commission qui sont des gens, mon ami Nico Allé en fait partie. Et je crois qu'il y a des gens qui sont bien à l'intérieur pour que ça... Nous tous, nous voulons la paix. 15 véhicules pour les 15 membres de la commission. On espère qu'ils iront 46 000. tous. On espère qu'ils iront tous effectivement dans le nord-ouest et le sud-ouest. On parle à présent de l'organisation du scrutin du 7 octobre justement dans ces deux régions. Comment se déroulera l'élection présidentielle dans cette partie du pays? Des informations du Messager, parution du 22 août, font savoir que les cartes d'électeurs seraient taillées en pièces par les sécessionnistes qui s'en prendraient également à leurs détenteurs. À côté, il y a des menaces relayées tous les jours par la presse. Les sécessionnistes qui mettent en garde les personnes qui s'aviseraient à aller voter. Est-ce que vous êtes inquiet quant à l'organisation du scrutin dans le nord-ouest et le sud-ouest le 7 octobre? Il y a longtemps que nous sommes inquiets, finalement. Je pense même que si pour nous ce n'était pas un objectif atteignable, on aurait pu demander à ce que le scrutin puisse être reporté. Mais nous pensons que c'est l'unique chance que le Cameroun a aujourd'hui, finalement, de commencer à solutionner ces problèmes et de sortir de la crise multiforme dans laquelle nous nous retrouvons, n'en déplaise à quelques personnes qui semblent vouloir s'éterniser dans la langue de bois et la mauvaise foi caractéristique des gens du RDPC. Aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest auraient pu être à l'abri de ce bain de sang si les bonnes mesures avaient été prises. Ça nous permet de revenir un tout petit peu en quelques secondes sur le sujet de tout à l'heure, parce qu'au lieu d'aller dans le fond, toucher du doigt la réalité de la question qui était posée fondamentalement, on s'est employé à prendre des mesures au niveau de la périphérie. On a donc d'abord créé la fameuse commission, et puis par la suite, on a pensé qu'il fallait intéresser essentiellement l'élite anglophone qui est à Yaoundé et qui est totalement méconnue aujourd'hui, qui n'est pas acceptée par les populations locales. Cette élite-là, à un moment donné, a régulièrement effectué des tours de ce côté et elle n'a pas été, bien entendu, en mesure de trouver quoi que ce soit en termes de recherche de solutions. Et récemment, on nous a ramené une grosse farce également en parlant d'un plan d'assistance humanitaire, alors qu'on n'était pas encore en fin de guerre. On parle de reconstruction lorsque la guerre est terminée. Mais Reine Léla, on nous a plutôt parlé d'une collecte de fonds à travers le pays. Aujourd'hui, donc, on ne nous dit pas, finalement, où est parti tout cet argent qu'on a collecté. Est-ce que c'était donc destiné à régler le problème? Donc,
On est en période d'insécurité généralisée à l'approche de cette élection-là. Et il semble même que, je crois, de la bouche du chef du gouvernement, qui est l'une des élites de la région du Nord-Ouest, il va être difficile pour les équipes du RDPC même d'aller effectuer de la campagne là-bas. Parce que parmi les autres solutions, quand même, à la limite anachronique, un peu contre nature que le pouvoir de Yaoundé a choisi, c'est d'incorporer quelques représentants on va dire, de ces régions-là dans le dernier gouvernement. On a donc choisi des profils assez impopulaires comme Paul Atanganji, Madame Nalova Lyonga et plus récemment des noms comme Elvis Ngole qui a été fait PCA d'un hôpital de référence de la place. Donc pratiquement les mêmes personnes pour dire que nous continuons de gérer le pays à la manière qui nous convient. Donc on n'est pas là pour écouter les uns et les autres. Et toutes les formulations qui ont été faites en guise de proposition, vous savez qu'elles ont été battues en brèche parce que Yaoundé fait la sourde oreille à ce niveau-là. Alors pour l'élection qui arrive, est-ce que on est sûr qu'elle pourra se tenir? Nous avons appris de la bouche de tous les responsables de sécurité au niveau national, la semaine qui s'achève, que les bonnes mesures seront prises pour nous garantir cette sécurité-là. Mais pour quel résultat, in fine? Parce que malheureusement, aujourd'hui, reconnaissons-le, ce sont des zones qui sont des zones de non-droit, pratiquement ingouvernables aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il nous avait été loisible de proposer à l'époque la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, qui semble être un objectif aussi, pour tout à l'heure on en dira un mot vers la fin par rapport au fonctionnement de notre football. Cette Coupe d'Afrique aurait pu être, entre parenthèses, renvoyée parce que nous faisons face à des choses qui ne sont pas en mesure de nous garantir la stabilité. On va mettre de l'argent sur des projets dont la réalisation éprouve de nombreux problèmes à être véritablement et définitivement implémentés. Donc pour le processus électoral qui est déjà complètement vicié dans son système parce qu'on va à une élection dans des conditions totalement iniques, avec un système à un seul tour, avec quand même un camp d'en face à qui on demande, dont on demande que tous les partis d'opposition puissent se réunir parce que eux, ils sont déjà pratiquement sûrs d'avoir gagné l'élection parce qu'ils ont toute la batterie des moyens d'État qu'ils vont mettre en place. Donc, malgré ces conditions injustes, on va quand même y aller. Si on ajoute à cela cette insécurité-là, j'ai peur quand même que le Cameroun bascule à une situation généralisée d'insécurité au lendemain de l'élection, mais ce qui n'est pas notre souhait. Parce que nous pensons que la solution, à travers le pasteur dont on aura le temps de dérouler le programme bientôt, va donc apporter la solution pour nous ramener à une situation de paix globale. Maître Emmanuel Pensy, pensez-vous que l'appel du devoir citoyen puisse à un moment donné surplomber cette peur des représailles et inciter les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à aller voter le 7 octobre? Pensez-vous que ce soit possible? Si vous permettez, je vais revenir sur le scrutin qui a été reporté, que Ngo voulait souhaiter que ce soit reporté. Et je pense que c'est ce qu'il a dit, beaucoup de personnes l'ont dit. S'il fallait reporter le scrutin... Je ne l'ai pas dit, non, exactement, parce que vous avez suggéré... Prenez le soin de répondre systématiquement à ce que je dis. Non, vous ne répondez pas à la débat. Le débat, on appelle ça, c'est la contradiction. Permettez qu'on appelle ça en droit faire la contradiction. Allez-y, Maître Vous n'êtes pas là pour pas dans le vide. Allez-y, Maître Emmanuel Pensy. Je vais expliquer juridiquement ce qu'aurait entraîné le report du scrutin. On allait dire que le président veut s'éterniser au pouvoir, comme on a fait le reproche à Kabila, et il aurait fallu qu'il gouverne par ordonnance. Donc, vous voyez, c'est pire encore. Donc, ce que les gens imaginent comme solution aurait été pire que la solution qui a été choisie. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire avec sérieux. Nous avons, et je crois que tout le monde se rend compte que dans le nord-est et le sud-ouest, c'est une zone, c'est très difficile et c'est très compliqué. Et jusqu'ici, aucun parti politique n'a apporté la solution au règlement du conflit. Parce que ce n'est pas un conflit qui est aussi simple qu'on le croit, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent, qui sont dans leur bureau, ou bien qui sont derrière leur micro, qui font des déclarations pour que le conflit se règle comme ça, par un coup magique. Ce n'est pas de la précipitation, c'est une affaire sérieuse. Le gouvernement a pris le soin de prendre des mesures pour que ça ait lieu. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé récemment dans un autre pays, au Mali. Les élections ont eu lieu. On ne va pas... Il y a des gens qui estiment, même dans certaines corporations, vous avez des élections, vous reportez les élections ad vitam aeternam parce qu'il y a le conflit qui se trouve anglophone.
Donc on va pas rester comme ça. Le pays a besoin, et je pense que au moins tous les partis politiques l'ont admis, qu'il faut aller aux élections. Ce n'est pas parce que... Et effectivement, si nous n'allons pas aux élections, ce sera une victoire de la bande armée et des sécessionnistes qui veulent semer le chaos. Vous voyez des gens qui déchirent, qui découpent les cartes électorales, qui assassinent les gens qui veulent aller à l'école. Je ne comprends pas. Ce système-là, ce n'est pas si simple que ce que les gens disent. Donc, je crois que le gouvernement a pris les bonnes mesures. Il y aura des élections. Qu'on le veuille ou non, elles auront lieu. Et on attend les résultats. Et d'ailleurs, je me réjouis qu'il y ait, au niveau de la qualité des candidats, un surcroît par rapport aux candidats par le passé. Les gens se rendent compte qu'effectivement, qu'il y a des candidats de qualité qui apportent une offre, même si cette offre, on va voir comment elle doit être chiffrée, si elle est réalisable, si elle n'est pas utopique, si ce ne sont pas des illusionnistes, si ce sont des gens qui ne maîtrisent pas le budget et la chose publique, qui ne savent pas que nous sommes avec le FMI. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais je pense que la chose n'est pas facile. Une chose est simple, le gouvernement fait tout en œuvre pour qu'il y ait les élections, parce qu'il faut respecter les élections, et c'est ce qui est prévu par la Constitution. Et vous savez bien qu'à ce niveau-là, le président de la République est un féru du respect de la règle de droit et de la Constitution. Maître Ngouana, report ou non des élections, on n'en est plus là, mais aujourd'hui, face à tout ce qu'elles vivent au quotidien, pensez-vous que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aient réellement à cœur cette élection? Je pense que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Est ont plus que les autres Camerounais à cœur l'élection du 7 octobre 2018. Voyez-vous, aujourd'hui, les populations qui souffrent le plus des affres de ce régime, ce sont bien les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est la palissade que de le dire. Et les personnes qui sont déplacées, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas se soigner décemment, elles ne peuvent même pas jouir, comme tous les autres Camerounais, de la liberté d'aller et de venir, qui est un droit fondamental. Il y a un couvre-feu dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Est, il y a un couvre-feu. Quand vous allez à Bamenda, après 21h, vous ne pouvez plus sortir. Donc vous avez rendu visite à quelqu'un, vous êtes obligé de dormir là-bas. Les populations ont perdu leur maison, ont perdu leur commerce, ont perdu tout ce qu'elles avaient, et même des êtres chers. Elles ressentent plus que vous et moi, qui sommes ici à Douala, la nécessité d'avoir à passer à autre chose. Et nonobstant les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans ces régions-là, l'élection se tiendra bel et bien. Il y en a qui pensent que cette situation est aussi un peu voulue par ceux qui nous gouvernent. Voulu, ou bien je veux dire utilisée de manière pernicieuse. Parce que ces régions sont aujourd'hui plus que par le passé hostiles au RDPC. Le RDPC ne nous semble pas avoir avoir un intérêt particulier à ce que les élections puissent s'y dérouler en toute sérénité. Encore que le problème qui est vécu de ce côté-là, de notre point de vue, la solution ne se trouve pas forcément dans les dites régions. La solution se trouve à la tête de l'État. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est un problème politique, c'est un problème de gouvernance. Et je puis vous assurer, nous ne demandons pas une espèce de monde, mais je puis vous assurer que si le président Paul Biya aujourd'hui avait pris la décision comme ses pairs tout autour de ne pas se présenter, comme Ouattara, comme Kabila, de ne pas se présenter, je vous assure qu'il y aurait une réelle décrispation. Donc le problème ne se trouve pas à Bamenda ou ne se trouve pas à Buea. Le problème se trouve à Yaoundé. Et il faudrait qu'il y ait un changement de modèle de gouvernance. Et il faudrait également que les populations puissent se réapproprier leur destin. C'est pourquoi la forme que nous proposons, c'est une forme fédérale qui tient compte des particularismes, qui tient compte des spécificités de chaque région. En période de campagne, on aura l'occasion d'en parler justement. Naturellement, mais nous avons notre programme politique qui est déjà sur la place. Donc vous ne m'empêcherez pas, à chaque fois qu'une question est évoquée, de pouvoir revenir à un programme qui offre des solutions
Ce n'est pas moi, c'est le CNC qui vous empêche, ce n'est pas moi. Non, non, je ne suis pas en campagne. Nous ne sommes pas en campagne. Mais nous affûtons nos âmes. Effectivement. Nous affûtons nos âmes. Donc, et parce que nous affûtons nos âmes, nous avons déjà mis à la disposition des Camerounais ce que le moment venu, nous serons appelés à faire. Donc, comme je le disais, pour sortir de la question, les populations du Nord-Ouest ont plus que les autres Camerounais le plus grand intérêt à ce que l'élection puisse avoir lieu. Parce qu'il faut qu'il y ait un nouveau modèle de gouvernance. Et ce modèle de gouvernance-là, le gouvernement RDPC ne peut pas l'apporter. Encore que vous avez parlé tout à l'heure de la commission du multiculturalisme et du bilinguisme qui a été mise sur pied pour pouvoir réfléchir sur la crise anglophone et notre vivre ensemble. Cette commission, au terme de ses travaux, a fait une proposition qui est celle du fédéralisme, qui est celle qui est l'émanation des populations de ces régions-là. Le fédéralisme qu'on ne doit pas confondre à la sécession, parce qu'il y a une forme d'intoxication qui est véhiculée par le RDPC, qui voudrait faire croire aux uns et aux autres que le sécessionnisme et le fédéralisme, il s'agit de la même réalité. L'Allemagne est fédérale. Les États-Unis d'Amérique, c'est un État fédéral. Ici, à côté de nous, Nigeria est fédéral. Vous pouvez être au nord comme au sud, vous appartenez au même État. À la différence, c'est que vous gérez vous-même les fruits, c'est-à-dire que c'est que l'État met à votre disposition, dans l'intérêt supérieur de vos populations que vous connaissez. Tout à l'heure, M. Ango, toujours pour sortir, vous a dit que le président de la République ne sait pas qu'entre Total, le Guaba et Niala Château, il y a un trou. Mais si vous avez votre gouverneur que vous avez élu, il sera au courant de ce qu'il y a ce problème-là. Et s'il ne le résout pas, vous allez le débarquer immédiatement. Et ça, c'est ce modèle que nous proposons pour pouvoir sortir des situations abracadabrantesques, ubuesques comme celles que nous vivons aujourd'hui. Sam Severango, montée des violences, des populations qui partent de leur domicile pour s'installer en forêt. Comment est-ce que vous envisagez la campagne électorale dans ces conditions-là? Non, elle est complètement mal partie. Nous ne le cachons pas. Ça va être bien difficile. C'est pour cela que je vais commencer par rappeler ici, parce que mes propos ont été quelque peu travestis tout à l'heure. Nous ne disons pas qu'il fallait systématiquement renvoyer le vote. Non, nous disons on aurait pu le souhaiter en d'autres circonstances, vu le contexte difficile, mais nous devons y aller parce que pour nous, c'est la seule occasion, effectivement, pour emboîter le pas aux représentants du SDF que nous avons aujourd'hui pour changer le système prévaricateur de Yaoundé qui n'a pas su préserver l'intégrité de ces populations-là. Donc le scrutin se tiendra, mais la question des déplacés que vous posez, que ce soit ceux qui sont en forêt, ce sera difficile d'aller les trouver parce qu'eux, ils sont déjà perdus. Mais c'est pas bien grave parce que tous les Camerounais d'ailleurs n'iront pas voter. Mais j'aurais aimé peut-être que les Cam nous disent s'il n'y a pas une possibilité pour que ceux qui sont déplacés, réfugiés, et qu'on peut retrouver dans des pays voisins, puissent avoir la possibilité, s'ils sont inscrits, et finalement de pouvoir accomplir leur devoir. A justement énoncé certaines mesures qui seront mises voilà. en place. Ce type de mesure doit être envisagé et je voudrais dire une chose, c'est une élection assez particulière qui permettra, on l'a déjà dit par le passé, pour la première fois véritablement d'élire le président de la République au Cameroun à travers la voie des urnes, hein, parce que ce soit M. Aïdjo ou bien M. Paul Biya, les deux ont hérité d'un pouvoir suprême finalement à travers des modèles de transmission qui n'ont pas obéi à la démocratie. Non, les élections récemment tenues, commençant par celle de 92, ont été des parodies d'élections. Ça, on peut le savoir, on peut le dire, puisque des rapports ont été faits à cet effet-là, puisque... Des parodies d'élections, comment vous savez que l'élection de 2018 sera différente? Non, à la limite, on a déjà dit qu'on y va, parce que nous changeons de méthode finalement aujourd'hui, parce que nous sommes à peu près sûrs que quelque chose peut se produire finalement. Parce qu'en 2018, c'est toute une autre donne. On est à l'ère des réseaux sociaux, il ne sera peut-être plus possible de tricher et de faire en sorte que la fraude électorale aille jusqu'au bout. Nous serons là avec nos représentants pour contrôler et vérifier ces votes. On est quand même à une ère de modernisation. Mais par le passé, il y a eu... c'est une lapalissade. Beaucoup de combines autour du processus électoral. Donc on est quasiment au Cameroun en système totalitaire, hein, je dis quasiment, je parle en français facile, hein, parce que tout à l'heure on pourra me reprendre pour dire qu'on n'est pas en totalitarisme, quasiment un système totalitaire à travers les méthodes de fonctionnement de ce régime-là, parce qu'il y a
des parodies de choses qui sont faites pour donner l'illusion qu'on est en démocratie, alors que le chef de l'État au Cameroun, ce que François Revel, finalement, les philosophes français appellent la présidentocratie. Ce que d'autres ici, chez nous, appellent le système présidentialiste fort. C'est le président qui nomme bientôt peut-être les sous-préfets, les proviseurs des lycées, même il va les nommer, alors qu'à la limite, on aurait pu décongestionner un peu l'hypertrophie de l'État central au niveau de Yaoundé. Donc, le vote doit pouvoir se tenir pour une seule et bonne raison, permettre l'avènement d'un nouveau Cameroun. Et ce nouveau Cameroun-là, ce ne sera pas avec les mêmes personnes, ni même avec ceux qui sont sur les starting blocks aujourd'hui dans les rangs de l'opposition, parce que je l'ai démontré tout à l'heure, ils ont presque tous été complices de la gestion vous alliez dire d'une nouvelle république, catastrophique finalement. Non. Nouveau Cameroun. Maître Emmanuel Pensy, sur la même question, comment est-ce que vous envisagez la campagne? C'est vrai que durant les élections sénatoriales, le RDPC s'en est plutôt bien sorti. Oui, le RDPC est un parti qui est en campagne tous les jours. C'est la différence. Sauf que dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas évident de faire la campagne avec... Non, je vous ai déjà expliqué que c'est un endroit qui est difficile. Mais vous avez vu l'autre jour à Bouya comment il y a eu un défilé des gens qui voulaient la paix. Ça ne veut pas dire que tous les anglophones ne sont pas dans la situation de ne pas vouloir. Il y a des anglophones qui veulent que les enfants aillent à l'école. Donc je pense que d'ailleurs sur des situations... Les élites de l'assaut et là qui accompagnent c'est pas simplement les élites qui veulent que les enfants aillent à l'école. Moi, je crois qu'il y a des Camerounais de ce côté-ci qui ont les enfants. J'ai plusieurs amis qui ont envoyé les enfants à Bouya à l'école ou à Bamenda et qui sont obligés de se retrouver avec leurs enfants dans des situations complètement difficiles. Et je pense d'ailleurs que le Cameroun est un pays qui est singulier. Vous avez des hommes politiques qui sont pour les sécessionnistes, vous avez d'autres qui mettent en parallèle, qui sont pour ceux qui tuent les soldats. Alors que dans n'importe quel pays au monde, il y aurait une solidarité de tous les partis politiques dans le cadre de cette situation. Cette solidarité n'existe pas. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'ils peuvent engager des voix. Vous comprenez? C'est ça qui me gêne. Bon, quand on me parle, par exemple, en disant que le système du Cameroun, c'est le totalitarisme, je ne sais pas, ceux qui ont connu peut-être la période dans les années 60, quelqu'un comme Engo, il parle comme ça, on vient le chercher en bas, on l'envoie et puis il disparaît, on l'envoie à Yoko, on l'envoie à Mantoum, on ne sait pas où il est. Donc, quand le président de la République qui a donné, par la loi de 90, la liberté, la loi de la communication sociale qui permet à tous les journalistes camerounais d'être des journalistes qui parlent haut et fort et donner la liberté à tout qui s'exprime, autant que l'opposition. Je peux vous assurer que souvent quand je vais à l'étranger, le modèle camerounais, souvent des débats par la liberté de ton, étonne tout le monde en disant mais c'est pas possible. Il y a énormément de liberté chez vous. Donc quand on parle de totalitarisme, permettez-moi de ne pas être d'avis avec mon interlocuteur d'en face, qui souhaite que je ne l'appelle pas. Et sur ce point-là, je voudrais quand même qu'on dise des choses. Vous pensez vraiment que le gouvernement veut que la guerre s'éternise? C'est incroyable. La guerre, ça coûte cher. Le président de la République voudrait, c'est un homme de paix. Et d'ailleurs, Akere Mouna a, je pense que c'était il y a quelques années, je ne sais pas, en 2003, avec Thabo Mbeki, a remis au président Paul Biya, au palais Yaoundé, le prix pour la promotion pour quelqu'un qui aime la paix. Donc, même Akere Mouna, qui il y a quelques jours a fait connaître que les élections de 92 les résultats avaient été... Je dis que les Camerounais parlent de 92, c'est ça qu'on appelle anachronique, c'est-à-dire débat en dehors du temps. 92, ça fait combien? Ça fait 26 ans. Bon, monsieur, s'il vous plaît, il y a prescription. Il y a prescription en la matière. Allons de l'avant. Les Camerounais vivent toujours avec le passé. J'étais le président en 92. C'est lui qui a gagné en 92. Il faut laisser. Il faut laisser ça, il faut avancer. Je voudrais dire ceci. Quant à ce qu'on appelait les 10 États fédérés, peut-être qu'on va en parler, oui. Mais 10 États fédérés, c'est une catastrophe. C'est 10 problèmes multipliés par 10. Ça fait, au niveau des gouvernements, 20 ministres par État. Ça fait au total 220 ministres. Ou gouverneurs. Excusez-moi, vous avez parlé. Vous avez parlé. Ça fait. Non, je suis obligé de critiquer. Vous critiquez le parti. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Au niveau budgétaire, c'est impossible de faire au niveau de ces programmes. On va arriver
avec des gens qui décident de passer Je de vous salaire répondrai là-dessus. à 160 000 francs. Si vous passez 160 000 francs le SMIC, vous êtes obligé de payer Oui, les oui, fonctionnaires à 2 millions. maître Emmanuel Pensi, sauf qu'on Donc, n'en ça est ne pas fait encore pas là. sérieux. C'est le second Donc, sujet. je voudrais donc dire Oui, que on n'en est pas sur encore ce là. point-là, quand on parle de ce qu'on doit faire au niveau du gouvernement, Merci, les gens Maître Pensi. qui font même ce qu'on appelle, nous on a un bilan, mais vous avez un plan. Et votre plan, il est faux. Maître et il ne Emmanuel peut pas Pensi, réussir. on en parlera. Alors, Maître Ngwana, on l'a souvent dit, même si le SDF, à travers certains de ses militants, a souvent tenu à refuter cette idée. Le SDF a sa première base politique, justement, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Partant de là, comment est-ce que vous envisagez le 7 octobre, mais surtout l'après 7 octobre, sachant que toute cette base ne pourra pas aller voter? Le candidat du SDF est issu des régions anglophones. Il est député à Voury Centre. Ce n'est pas la région anglophone. Contrairement à la plupart des candidats, le candidat du SDF a une expérience de terrain. Il a expérimenté le suffrage universel. Et nous avons avec nous les erreurs du passé que nous avons consubstantiellement corrigées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le candidat du SDF se trouve à l'Est Cameroun. Et les hommes sont sur le terrain en train de travailler. Je veux juste comprendre, c'est pour dire que la base électorale du SDF, la base électorale du SDF, ce n'est pas le nord-ouest et le sud-ouest. Même si les dernières élections tendent à le prouver, parce que les 7 électeurs on a eu 7 sénateurs. Nord-ouest. On a eu 7 sénateurs qui viennent de la région du nord-ouest, mais nous sommes ici à une élection présidentielle qui est une élection nationale. Avec ceci de particulier, que nous avons un désenchantement national. Nous avons les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui sont attaquées. Nous avons l'est qui est instable du fait de la Séléka. Nous avons toute la partie septentrionale qui vit l'onde de choc de Boko Haram jusque dans la Damawa. Ça, c'est des situations particulières qui appellent des remèdes de cheval. Il faut bien se le dire. Et la situation n'était pas la même. La situation n'était pas la même en 2011. Aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods nous tapent sur les doigts au quotidien. On nous a annoncé en 2011 des projets structurants, les grandes réalisations. Aucun projet, pas un seul, à la fin du septennat n'a été réalisé. Mais pourtant, nous remboursons déjà le service de la dette. Ça se fait déjà. Donc, vous ne pouvez pas me dire que le contexte est le même. Nous sommes conscients de ce qu'en 2011, nous n'étions pas présents sur l'intégrité du territoire national au cours de l'élection. Et c'est pourquoi nous sommes en train de corriger tous ces défauts-là. Et la situation économique du pays ne donne pas la possibilité... En d'autres termes, vous êtes serein. On ne peut plus serein. Je vais vous dire une chose. J'étais il y a 3 semaines avec le candidat aussi dans la région du Sud, à Zoétélé. Après notre passage, ils ont été pris de panique. Il y a des routes qui sont en train d'être reprofilées. Je vous le dis. Nous étions la route qui va Essayo, Meba, Ebamena, Ngomedjab, Fibot. Nous avons fait tout ce parcours-là. Après, ayant appris que nous étions sur le terrain, avec les chefs traditionnels de la zone, savez-vous ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, ils sont en train de reprofiler les routes parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ne travaillent pas. Et que même dans le Sud, qu'on dit être le fief du RDPC, le désenchantement est réel. Les populations veulent un mieux vivre. Vous ne faites rien. Dans le Sud, vous croyez que si M. Mebengo, Zemeka et consorts des ETL ont pu tirer leur famille de la misère, qu'en est-il du reste des populations? Donc je vous dis qu'aujourd'hui, la situation est complètement différente. Et les Camerounais également sont dans un désenchantement qui fait que, absolument, ce sera tout sauf bien. Et je suis sûr que c'est une élection au cours de laquelle le candidat du SIF, qui de mon point de vue est le mieux aguerri, pour pouvoir passer cette élection, à travers son offre révolutionnaire. Très bien. Va s'en sortir. Alors, pour sortir de ce sujet en un tour de table, j'aimerais qu'on parle justement des mesures énoncées par Elections Cameroun pour assurer le vote dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et les CAM envisagent de délocaliser certains bureaux, mais également de fusionner certains bureaux en centre de vote.
Que pensez-vous de ces mesures d'élection de Cameroun? Ce sont des mesures assez louables. Jusqu'ici, les CAM nous donnent le sentiment, tout au moins depuis la publication de la liste des 9, qu'ils sont à peu près en train de faire un bon travail, quand même, au niveau du respect de la loi. Mais moi, j'ai un problème personnellement. Ça n'engage pas forcément le camp que je défends aujourd'hui, le camp du MCNC. Je dois le rappeler d'ailleurs, parce que ça n'a pas été bien dit, parce que j'ai été dispersé, perturbé en début de ce programme. Le mouvement citoyen national camerounais de l'honorable Monté, de très solide réputation, qui a été le fondateur du collège Monté à Yaoundé, avec beaucoup d'altruisme, président de Unisport de Bafanga à l'époque aussi, qui a donc investi le candidat Franklin Ndifo. Donc c'était bon à savoir pour dire que on se félicite des actions qui sont menées par Elections Cameroun jusque-là. Mais personnellement, moi je dis, Elecam aurait pu nous aider à l'époque en faisant en sorte que on puisse quand même dépasser ne serait-ce que la barre des 8 millions, même si on n'atteignait pas les 11 millions ou les 15 millions de votants, parce qu'un fichier électoral qui est coincé à 6 millions, quelques centaines de milliers de personnes qui doivent aller voter pour une population globale qui dépasse les 25-26 millions aujourd'hui, avouons que nous avons affaire là à une élection qui va se dérouler sur des bases à peu près fausses. Maintenant, notre espoir aussi, au-delà des LECAM, ce sera qu'au niveau du processus concernant le contentieux électoral, je vais convoquer ici l'action que doivent mener les membres du Conseil constitutionnel, qu'à leur niveau également, ils ne se souviennent pas que la décision qui les a nommés et qui a fait d'eux des chanceux, des privilégiés de la République avec de gros avantages, des avantages colossaux. Et on a bien pu voir l'image du président de ce conseil à l'annonce de sa nomination qui dansait. Il va falloir qu'il se dise qu'à un moment donné, son âge ne lui permet plus forcément de jouer le jeu du pouvoir auquel il a appartenu à un certain moment. Quand même que les juges, que le pouvoir judiciaire concernant le processus électoral nous donne quand même un semblant d'indépendance à ce niveau-là. Donc la faisabilité au niveau de l'organisation matérielle du vote au-delà de ceux qui seront au Cameroun est une bonne chose. Simplement, on souhaite que ces votes-là soient sincères et qu'ils puissent remonter le moment venu au niveau de toutes les commissions pour qu'il n'y ait pas lieu d'assister à des types de fraudes massives comme ça généralement été le cas par le passé. Maître Emmanuel Pentier, à côté de tout ça, Elecam envisage de rapprocher les bureaux de vote des personnes déplacées. Moi, je vais vous dire une chose. Je connais bien Éric Soucé, n'en déplaise à certains. Ça ne fait pas d'aujourd'hui que je le connais depuis plus de 30 ans. Et c'est quelqu'un de très honnête. Et dans le cadre de cette affaire, tout ce qu'a fait Elecam est bien. Pour l'instant, il a apporté une plus-value par rapport à ce qui se passait dans le passé. Il n'y a pas de conflit avec le Conseil électoral. Cela dit en passant, quand vous voyez, je reprends quand même un tout petit peu, parce qu'il faut apporter une contradiction. Je n'avance pas comme ça. Sur les 7 sénateurs, vous avez souligné ça, élus dans le Nord-Ouest. C'est tout simplement la preuve que le RDPC peut être battu. Parce qu'ils ont les PV. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de fraude. La deuxième chose qui concerne les conflits, si vous regardez au point de vue de l'analyse historique, j'ai envie de vous dire qu'un 70 sur 70 à l'élection sénatoriale, un 70 sur 70 à l'élection sénatoriale, ça n'aurait pas été bien vu quand même que le RDPC... Non, ils avaient les PV, ils avaient d'ailleurs clamé qu'on a ça, et puis ça s'est passé. Le problème qui se passe à l'Est, au nord avec Boko Haram et dans le Nozo, c'est des problèmes que nous ont causés les Nations Unies. C'est au point de vue historique sur la séparation du Cameroun. Le Cameroun avait 750 000 km² et il se retrouve avec une partie amputée au nord qui est partie avec le Nigeria et c'est de là qu'on a Boko Haram. Et dans le nord et dans le sud-ouest, c'est les problèmes de séparation. C'est parce qu'on avait donné aux Anglais et qu'on n'a pas restitué la totalité du Cameroun au Cameroun comme ça existait dans le passé. C'est pour ça que à l'époque, dans les années 50, Oumiobe était parti aux Nations Unies pour demander qu'on fasse d'abord la réunification avant de faire ce qu'on a fait par le passé. Et les Français ont mal fait. Donc, l'Est aussi, on a perdu. Toutes ces régions-là, Berberati, etc. Donc, c'est les problèmes qu'ont créé les Nations Unies, ce n'est pas le Cameroun. Quant aux réalisations, vraiment, je ne suis pas ici pour faire la comptabilité. Je ne savais pas que j'allais le faire. Mais nous avons au moins le port de Kribi, pour ne parler que de ça, qui est un énorme, c'est quelque chose qui s'est passé. Je crois qu'il faudrait être sérieux s'agissant des routes Zouaïté dans la région.
On a parlé tout à l'heure des marchés publics. Vous pensez que lorsque le SDF passe, immédiatement on fait les routes? Mais il faut lancer un marché public, il faut trouver l'entrepreneur, les routes en terre. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai dit reprofiler les routes en terre. Excusez-moi. Maître Ngwana, je vous ai pas coupé. Maître Ngwana. Vous ne faites que ça. Maître Ngwana, Maître Pensis également, on peut quand même lui accorder ça. Maître Ngwana. Mais on fait les routes. Dès qu'on passe, on fait un travail. C'est parce que le SDF est passé. Mais on fait le tour du Cameroun, c'est très bien. Commencez d'abord par Douala où vous êtes. Hein, au lieu d'aller raconter des choses alors que c'est le gouvernement qui a décidé de faire ces travaux-là. Et je me réjouis, on fait des travaux par rapport au budget qu'on a. Et ce budget qu'on a, on essaie de le faire. Et on fait ce qu'on peut avec l'argent qu'on a. Et je voudrais quand même terminer sur un problème. Nous avons peut-être 25 millions de Camerounais, mais tous les Camerounais ne sont pas en âge de voter. Donc on ne peut pas avoir 25 millions d'électeurs. Et malheureusement, nous avons un jeune candidat qui voulait avoir 11 millions d'électeurs. On s'est rendu compte qu'après ces passages médiatiques, il y a 100 000 de moins qu'il y a en 2007. Mais vous ne pouvez pas battre en brèche le Donc, travail qu'a effectué. Non, je voudrais dire qu'il a fait le travail, mais le résultat, ça veut dire je veux dire, des 6 millions, il a quand même... Il n'a rien fait, parce qu'on avait 6 millions 6 déjà. Et je crois que Sylvain Ngo l'a dit tout à l'heure, sur ce point, on est d'accord. Le nombre a diminué, c'est parce qu'il y a un désintérêt d'un certain nombre de Camerounais, même des jeunes, pour aller voter. Ça, c'est quelque chose qui est réel, on ne les a pas convaincus. Et je voudrais sur ce point-là que j'espère que ces élections-ci, par la qualité des candidats, va permettre aux jeunes de pouvoir s'intéresser à la chose, à la chose politique. Donc, tout ce qui se passe également contre le Conseil constitutionnel, je regrette qu'on attaque le Conseil constitutionnel sur la base des recours qui ont été faits. Tout le monde a reconnu que ces recours étaient soit irréfutables, soit fantaisistes, c'était même rigolo, et qu'il a fait un bon travail. Donc, nous faisons pas ce qu'on appelle un procès d'intention. Le Conseil constitutionnel fait son travail. Il faudrait tout simplement espérer que sur la base de ce qui va se passer, on va avoir le chiffrage des candidats et qu'on va discuter. On est un peu sorti du sujet. On est un peu sorti du sujet. Maître Ngwana, on parlait justement des mesures énoncées par Elecam pour que le vote se passe tout de même bien dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous êtes le dernier à vous exprimer sur la question. Je voudrais d'abord rappeler à Maître Pensis que le port de Krivi n'est pas opérationnel et que pour l'heure, il s'agit d'un éléphant blanc avec, comme à l'habitude, des dépassements de budget exceptionnels. La parenthèse est fermée. D'accord, la parenthèse est fermée. Maintenant, s'agissant des mesures qui sont prises par Élections Cameroun pour assurer les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour rassurer les électeurs, vous savez, je ne voudrais pas créer davantage d'embarras au sein des populations en tirant sur l'organe en charge des élections. Ce que je vais dire à Elecam, je vais dire bon vent, mais ce que nous souhaitons, c'est que l'élection puisse se dérouler en toute sérénité. On reste dans le cadre de cette élection, sauf qu'on analyse à présent les programmes et engagements des candidats. On a eu cette semaine le programme politique de Joshua aussi, le candidat du SDF. On a également pu avoir les 50 premiers engagements d'Akeremouna. J'imagine que les uns et les autres, j'imagine messieurs que vous avez pu lire ces programmes. On va commencer par vous, avec le journaliste. On commence avec le journaliste que vous êtes, Sam Séverin Ngo, le journaliste. Que pensez-vous des contenus de ces deux sorties ? Oui, sur ces deux sorties, sur les 50 premiers engagements déjà de Akeremouna, j'étais bien au courant de cela. On travaillait dessus à l'époque, précisément. Et puis, pour le cas du représentant du Social Democratic Front, vous m'avez demandé de faire une analyse vraiment à peu près objective, voilà. Même s'il me sera difficile de le faire. En réalité, ce que je veux dire d'entrée de jeu de façon globale, et c'est l'opinion que nous partageons, nous voulons partager, le problème camerounais n'est pas fondamentalement au niveau des programmes ou bien au niveau de la bonne qualité des choses qui sont proposées sur du papier, fondamentalement. Parce qu'en cette matière, je crois que l'un des plus beaux programmes qu'on a connus, c'est bien pour le libéralisme communautaire et même les deux seuls concepts, rigueur et moralisation. Mais regardez tout le désastre qui s'en est suivi pour dire quoi? Tout simplement que la chose consistera simplement à bien faire respecter les choses qui sont promises. Donc c'est au niveau des hommes, c'est au niveau des mentalités, voyez-vous. Donc on peut avoir les plus belles choses à formuler de façon littéraire. Vous remarquerez d'ailleurs que sur les deux sorties que vous évoquez et sur bien d'autres qui ont commencé à être publiés parce que d'autres candidats sur la place ont quand même déjà pu élaborer des choses depuis quelque temps. Moi, j'ai reçu le projet de société du MRC aussi et puis même Cabral Libi. Pour l'instant, nous nous tenons à
rendre public les grandes choses que nous entendons implémenter. Ce sera dans les tout prochains jours à travers une conférence de presse sur la place au Cameroun de M. Franklin D. Foran-Fanoui. Donc, pour l'instant, donc, que ce soit l'un comme l'autre que vous venez d'évoquer, il n'y a rien de nouveau dans le meilleur des mondes, fondamentalement. Rien pratiquement qui sorte du lot. Parce que d'un côté, on vous dit finalement les soins de santé. C'est que ce que Akere Mouna propose, Assurance Santé Universelle, c'est ce que Maurice Kamto propose également quand il parle par exemple d'une césarienne gratuite. Ce n'est pas complètement différent de ce que propose monsieur Joshua aussi, ou bien de Cabral Libi, pour dire que l'homme devra être mis au centre de l'action du gouvernement. Mais quand on a fini de le dire, le résultat c'est quoi? Pour nous, nous pensons qu'il s'agira de mettre les hommes qui soient d'abord capables de faire appliquer cela, parce qu'il ne suffit pas de réunir la presse et dire nous allons faire ceci en 50 engagements et vous n'avez pas été capable de le faire au plus petit niveau, soit dans... Vous savez, aux États-Unis, pour être chef de l'État, on va vérifier jusqu'à votre famille. Est-ce que vous avez été un bon mari, un bon père de famille ou alors un bon éducateur? Ça commence par là, dans la plus petite cellule que vous avez la possibilité de gérer. Le candidat Dzifor aujourd'hui a très longtemps dépassé, on va dire, les records en termes de mérite en qualité de manager. Et ça, les gens ne le savent pas de par sa formation et de par ce qu'il fait même au sein de son église. Donc, les uns et les autres seront interrogés plutôt à ce niveau-là. Parce que le problème du Cameroun, madame, donnez-moi une minute parce que je vois que vous voulez déjà me couper. Ce n'est pas bien compliqué. Il s'agit de faire prévaloir simplement le mérite et la compétence pour sortir de la politique des réseaux. C'est simple. Sur le plan institutionnel, on peut commencer par faire respecter la séparation des pouvoirs. En 2014, on a sorti Bapes des prisons parce qu'il y a eu un ordre de la présidence, tout simplement, dont l'immixtion de l'exécutif sur le judiciaire, c'est quelque chose qui est connu. Plus récemment, le maire de Saint-Mélima était aux portes de la prison. C'est du cabinet civil qu'est sorti l'ordre de le faire libérer. Ce n'est pas normal, ce type de choses. On a besoin d'une république forte également qui fait respecter l'autorité traditionnelle. Parce que les chefs traditionnels aujourd'hui, que ce soit Sawa, Bamileke et autres, ils sont devenus pratiquement, on va le dire, l'émanation du pouvoir en place, au détriment de quelques prébendes. Donc le système de rente et de prébendes, c'est ça qu'il faut abolir au Cameroun véritablement. Tout à l'heure, j'aurai le temps de revenir sur d'autres grands mots, mots avec M-A-U-X, qui minent le pays fondamentalement par la faute de ceux qui nous gèrent. Voilà. Maître Ngouana. Alors, Maître, j'aimerais justement qu'on s'attarde un tout petit peu sur la lutte contre la corruption. En face, on a le candidat Akere Mouna qui propose la mise sur pied d'une commission. Et de l'autre côté, on a le candidat Joshua aussi qui, lui, parle de doubler le salaire des fonctionnaires, les sortir de la précarité pour justement les tenir loin du phénomène corruption. Vous pensez que ces mesures puissent être, je veux dire, plus rentables que Antilope, CJPS et tout ce qu'on a connu jusqu'ici? Pensez-vous que ces mesures puissent être plus efficaces? Ces mesures sont salutaires. Vous avez évoqué seulement le cas des fonctionnaires, mais vous avez également omis de parler du salaire minimum que nous entendons relever jusqu'à... Je parlais de la corruption, justement. Jusqu'à 160 000. Non, puisque vous avez parlé des fonctionnaires, je comprends bien. Voilà. Mais la corruption ne touche pas que le monde des fonctionnaires. C'est une gangrène nationale, c'est une hydre à laquelle il faut s'attaquer. Pour être légitime à pouvoir véritablement lutter contre la corruption, on ne doit pas se voiler la face. Il faut donner aux gens le minimum dont ils ont besoin pour pouvoir vivre. Savez-vous que nous avons par tête la fonction publique la plus mal payée d'Afrique? Nos fonctionnaires sont les plus mal payés. Mais par contre, notre pays n'est pas le plus pauvre. Donc si on veut être légitime à s'attaquer à la corruption, il est possible que nous puissions effectivement doubler le salaire des fonctionnaires. S'agissant de la lutte contre la corruption, nous proposons également la dématérialisation même de la fonction publique pour pouvoir assurer un meilleur contrôle, pour pouvoir éviter la circulation du cash. Tout ça, c'est également des propositions que nous faisons. Donc, il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. On double le salaire des fonctionnaires. Je sais que on va demander comment est-ce qu'on le fait. Est-ce que vous savez que la Banque mondiale a fait des travaux qui établissent ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de recherche de rente? Les recherches de rente plombent de manière consubstantielle le budget de l'État. Si on est en train de faire le pont sur le Vouri, au départ, on fixe le budget pour la construction, pour hypothèse d'école, 50 millions de francs CFA. Et on dit qu'on le fait sur 3 ans. Si on le fait sur 3 ans, il y a des commissions qui tournent autour. Et chaque fois que ces commissions-là siègent, c'est des perdièmes astronomiques qui sont payés aux fonctionnaires en question. Et on sait qu'ils sont au départ très mal payés. Alors, donc, on crée des commissions
on crée d'autres mesures autour pour relever le niveau de vie des fonctionnaires en question. Et ça, c'est la caisse de l'État qui en pâtit. Ce que nous proposons, c'est de mettre tout cet argent-là, les bons de carburant et tout le reste, dans une caisse commune. Et si on la met dans une caisse commune, on la redistribue non pas à quelques privilégiés, mais on la redistribue à tous les fonctionnaires. Alors, lorsque vous pouvez déjà vous permettre de vivre décemment, ce sera déjà un premier pas pour pouvoir également vous sanctionner véritablement. Lorsque les gens ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, lorsqu'ils ne peuvent pas manger décemment, c'est facile de verser dans la corruption, que je ne justifie pas au demeurant. Et nous vous disons également que l'école primaire est gratuite, de la CIL jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire. Cela est possible au Cameroun. C'est possible au Cameroun parce que nous, aujourd'hui, on dit que l'école est gratuite au primaire, mais il y a les APE et consorts qui existent pour plomber. Mais nous vous disons que nous mettons sur pied des mécanismes qui permettent aux fonctionnaires qui gagnent peut-être 50 000 francs, qui va passer peut-être à 100 000 francs. Il sait que désormais, il ne paiera les études à son enfant qu'à partir de la seconde, première, terminale, puisque l'université également est gratuite. Quelle sera la raison fondamentale pour voler? Quoi qu'il y en a qui volent, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, lutter contre la corruption, c'est également relever le pouvoir d'achat des Camerounais. Donc, nous voulons relancer l'économie par la consommation. Parce que quand le peuple peut acheter, quand il peut consommer, on peut produire. On peut produire davantage, et on crée de nouveaux emplois. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Je termine pour vous dire, la Guinée équatoriale donne 128 000 francs de SMIC. Le Tchad donne 60 000 francs. Le Congo donne 90 000 francs. Le Gabon, la somme déclarée, c'est 150 000, quoi qu'ils appliquent autour de 80 000. C'est les économies qui sont plus faibles que l'économie camerounaise. Donc nous avons les moyens de pouvoir donner aux Camerounais les sommes que nous sommes en train d'avancer. Un Cameroun sans corruption, surtout qu'il faut que je le précise. Pour terminer. Il y a des organismes et des fonctions budgétivores qui sont supprimés. Le Premier ministre, ça nous prend plus de 15, ça nous prend autour de 15 milliards. Le Sénat, environ 25. La présidente de la République qui nous prend 46 milliards aujourd'hui. On réduit cela de moitié et tout ça. C'est de l'argent qui est créé. Il y a une ligne budgétaire qu'on appelle dépenses communes, environ 245 milliards. On ne sait pas à quoi ça renvoie. Donc il y a la possibilité de pouvoir créer de la richesse. Le secteur minier qui n'est pas encore exploré, on peut donner la possibilité de pouvoir créer de la richesse à travers le secteur minier. On parlait de corruption. Le Cameroun a de l'argent. Tout ça c'est de la corruption. Oui. Tout ça c'est de la corruption. Bien évidemment. Si les Camerounais ont de quoi vivre, pourquoi est-ce qu'ils vont être amenés à pouvoir pratiquer la corruption? Nous voulons sanctionner. Nous voulons sanctionner le moment venu. Mais il faudrait que les sanctions ne soient pas des sanctions cosmétiques comme on fait aujourd'hui avec le tribunal spécial et consorts. Non. Maître Emmanuel Pensi, Sam Séverin Ango le disait à juste titre, ces programmes politiques de l'opposition se rejoignent sur bien de points. L'éducation, la santé, l'accès aux fonciers, l'accès aux commodités de base. Certains ils lisent l'échec du régime sur ces questions-là. Vous, quelle est votre lecture? Non, je vais d'abord commencer par le début. Parce que le début, ça concerne le problème des salaires. Le problème des salaires, la Banque mondiale l'a dit, les bas salaires sont un élément de corruption. Ça, il y a eu des réunions dessus. Lorsque le Cameroun avait décidé, sous les conseils du FMI, après la dévaluation, de baisser encore les salaires des Camerounais, ça a été la catastrophe. C'est là où ça a été à l'origine. Je tiens à rappeler que le frère de Senghor, qui était délégué du gouvernement et qui a été le premier patron du président Biya, il avait à l'époque été postier, il avait pris 100 000 francs, il a eu 20 ans de prison. Et comme il avait travaillé avec le président Edjo, il a demandé un jour à Senghor, à Kouetobi, mais ouais, votre frère, il est en prison, il a sorti. Ça existe dans les arrêts. Si vous regardez la revue des arrêts de la Cour suprême du Cameroun sur cette affaire-là, donc à l'époque, sur 100 000, c'est pour ça d'ailleurs que les dispositions de l'article 184 du Code pénal sont excessivement sévères et impossibles à réaliser. C'est-à-dire, si vous prenez plus de 500 000, vous êtes condamné à vie. Or, maintenant, il faudrait que tout ce qu'on appelle les détournements de deniers publics, ça fait partie de la corruption au niveau de ce qu'on appelle au niveau des institutions financières internationales en droit. Moi, je suis pour qu'on relève les salaires. Mais passer du SMIC de 160, de 36 000 à 160 000, c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'on va calculer tout à l'heure ce que ça va faire. Parce que si vous passez de 100 à 160 000 en multipliant par 5, il faut aussi multiplier les autres, augmenter les autres salaires. Parce que celui qui a 160 000,
il faut aussi l'augmenter. Et on va arriver... Augmentation progressive. Excusez-moi, Progressive, c'est sur maître 5 ans. Pessi. Je ne vous ai pas coupé. D'accord. Vous allez avoir quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et puis surtout, monsieur, vous qui êtes là, ça veut dire le petit mécano qui est à côté de chez vous qui travaille, vous devez le payer 160 000. La petite femme qui travaille chez vous, qui balaye 160 000. Mais personne ne peut le faire au Cameroun dans 5 ans. Puisque qui a les moyens? Ça va faire quoi? Les gens vont licencier, les gens vont renvoyer. L'État n'aura pas d'argent, va consacrer la totalité des sommes pour payer ses salaires. Il faudrait un budget. J'ai essayé de faire des petits calculs. Il faudrait un budget de 12 000 milliards que le Cameroun n'a pas. Donc s'il faut faire ce budget de 12 000 milliards, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter les impôts. Vous allez augmenter encore les impôts pour les entreprises pour combler ce budget-là. Les entreprises qui n'ont pas d'argent, vous allez les asphyxier. Donc, et quand vous ne pouvez pas dépenser cet argent, vous ne pouvez pas emprunter, puisque le FMI a déjà dit que vous avez le taux de dépassement, et c'est vrai là, ça c'est vrai en gros, vous avez dépassé de 160 milliards, donc vous ne pouvez pas emprunter. Ça veut dire que j'allais dire que c'est quelqu'un qui va faire les courses dans un magasin qui n'a pas d'argent, ça s'appelle la filouterie. C'est quelqu'un qui va habiter une maison, qui promet qu'il va payer, ça s'appelle filouterie de loyer. Et ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la filouterie politique. Vous avez apporté la contradiction maintenant sur la question que j'ai posée. Également, oui, la question que vous avez posée. Le fait que toutes les propositions de l'opposition se rejoignent sur l'éducation, mais nous aussi, l'éducation... Pensez-vous que le régime ait échoué là-dessus et c'est la raison pour laquelle l'opposition veut justement relever mais pas du tout. Le régime travaille avec les moyens qu'il a. Vous savez d'ailleurs que c'est lui, Paul Moutazé, quand il était à la CNPS, tout ce qui concerne l'assurance maladie et santé universelle a fait l'objet d'une étude. Il faut qu'on trouve des financements, il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir le faire. Le Cameroun ne se fait pas en un seul jour. Je rappelle que la sécurité sociale en France, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et que même là, on a des problèmes avec des fraudes énormes, puisque le budget de la sécurité sociale, sur le déficit, a dépassé déjà le budget de l'État. Donc on est dans les cadres absolument totalement folles et qui ne sont pas maîtrisables. Donc vous avez quelqu'un, et je voudrais dire ceci, quand on a parlé de BAPES tout à l'heure, BAPES, il faut savoir que les dispositions de l'article 127 du Code pénal ne permettent pas de convoquer un ministre, de l'interroger, encore moins de le mettre en prison, quand le ministre est en place. Ça, c'est les dispositions de la loi, même si ça a été modifié encore d'une manière agréable. Donc c'est le respect des dispositions de la loi qui a fait que le ministre soit sorti. Ce que je voulais dire, au-delà de tout cela, si vous dites que l'université est gratuite, que tout est gratuit, l'hôpital est gratuit, tout est gratuit, mais c'est pas possible. L'État va avoir l'argent, va sortir l'argent où? C'est pour ça que je demanderai à l'opposition, pour qu'on soit plus sérieux, que tout cela fasse l'objet d'un chiffrage et qu'on puisse discuter d'homme à homme sur la base des choses qui sont sur place. Parce qu'il ne faut pas rester, je vais enlever l'argent, ceux qui ont pris l'argent de la corruption. L'argent de la corruption, nous sommes des détournements de deniers publics devant le tribunal. Ça fait 10 ans. Combien d'argent a-t-on encaissé? Je vous dis moins de 6 milliards. C'est votre incompétence. C'est pas l'incompétence de l'État. C'est l'incompétence du gouvernement. Non. Vous êtes avocat, monsieur. Vous savez très bien qu'il y a des avocats. Le TCS a récemment fait savoir que depuis 2012, le TCS avait permis de recouvrer déjà 7 milliards de francs. Oui, 7 milliards. Bon. Depuis 2012. C'est maximum 7 milliards. Mais moi, je peux vous dire, j'ai assisté dans des affaires, on vous dit que c'est 40 milliards. À la fin, c'est faux. Merci, et que, non, je voudrais rappeler que sur cette affaire-là, quand on dit que les gens ont détourné 40 milliards, souvent c'est faux. Il y a ce qu'on appelle des dépenses indues. C'est-à-dire, bon, vous avez mal payé, vous avez fait ceci, vous avez engagé les fonctionnaires sans respecter les dispositions de la loi de 74 modifiée en 76. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut modifier ces dispositions légales-là pour ne pas envoyer les gens tout le temps en débat, parce que ça bloque les investissements et ça empêche à tous les fonctionnaires, aux délégués du gouvernement de faire les routes. Vous avez un problème de route, il faut faire le marché public dont on a parlé tout à l'heure. Si vous ne respectez pas les délais du niveau du marché public, on va dire que vous avez détourné l'argent alors que la route a été faite. Donc, il faudrait réformer, je suis d'accord avec l'opposition sur plusieurs points. Non, sur plusieurs points, il faut réformer. Mais il faut savoir comment on le fait. On le fait tout simplement avec l'argent qu'on a. On ne le fait pas un budget avec des hypothèses d'école
qui sont tout à fait Merci, de Maître nature Emmanuel à Pensy. entraîner la faillite de l'État et de faire que les gens soient à payer les impôts. Donc on va vous écraser avec les impôts et vous allez licencier tout le personnel. Merci, Et Maître ça va Emmanuel être Pensy. le Sam chaos Sévérin, au la niveau du parole. Cameroun avec ce genre de Allez-y, programme. Sam Sévérin. Moi, je peux lui redonner mon temps de parole parce qu'il a de la peine à s'arrêter. Mais Ah après, ouais, mais j'ai parlé moins que vous, hein. donc, de toutes les façons, nous disons que le problème, il est simple. Mais je vais le rejoindre pour une fois sur ce principe-là qui consiste aussi à ne pas faire des déclarations, on va dire, qui ne seront pas facilement atteignable en guise de proposition aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai entendu, dire qu'on va supprimer l'ENAM. On a simplement besoin de réformer l'École nationale d'administration, peut-être faire en sorte que ceux qui doivent appeler à être formés au niveau des régies financières, c'est-à-dire la douane, les impôts et le trésor, bénéficient de tout un département à part, de toute une école de formation, comme c'est le cas ailleurs, parce que l'ENA de Paris, je crois que ceux qui font impôts, ils sont au niveau de Clermont-Ferrand. Je crois que vous pouvez me le confirmer, vous qui connaissez un peu mieux la France que moi, Maître Pensy. Donc, la suppression, voilà, donc la suppression d'une grande école comme ça, je suis d'accord qu'on n'a plus besoin de l'ENAM de Linus Toussaint Manjana ou bien de l'ENAM qu'a laissé M. Benoît Donsoumet aujourd'hui, qui est devenu vraiment du grand n'importe quoi. Je suis d'accord. Maintenant, il faut savoir le type de choses qu'on publie. Je n'ai attaqué personne. Non, donc vous avez attaqué. Non. Vous n'êtes pas leur avocat non plus. Non, je suis son avocat. Et c'est un ami. Maître Emmanuel Pensy. Major de l'ENAM. Maître Emmanuel très bien. Pensy. Alors, je suis carrément perdu un peu. Bon, je vais me retrouver. Ouais. Bon, à la limite aussi, on ne peut pas prétendre que le SMIC a 60 000 francs. Bon, alors, on peut se demander aussi, hein, si M. Joshua aussi, d'abord en tant que chef d'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être en mesure déjà de pouvoir faire respecter cela dans ce que vous faites au quotidien. Est-ce que, je ne sais pas, le cuisinier, le chauffeur de monsieur aussi, il gagne 160 000, il faut aller le vérifier. Hein. Est-ce qu'il se révèle être un bon père de famille? Est-ce qu'il se révèle être, je ne sais pas, quelqu'un de bien reconnu en termes de manager? C'est ça le problème qui m'amène à rappeler et à marteler suffisamment que le problème, c'est pas au niveau des candidats. Le problème aujourd'hui, c'est d'avoir un homme neuf, un homme pur, qui est propre, qui va venir, on va dire, irradier de cette personnalité qui est dépourvue de corruption, le système global camerounais. Et puis tout à l'heure, puisqu'on a beaucoup évoqué le cas du train de vie de l'État, et j'en reviens en quelques secondes pour rappeler qu'à la présidence de la République, effectivement, allez même sur Internet, vous tapez l'organigramme, Maître Pensy. Il y a là-bas, au-delà du secrétariat général, le cabinet civil, l'intendance, l'état-major particulier, toute une batterie de choses qui engloutissent beaucoup de milliards par semaine. Allez-y vérifier, donc je n'invente rien. Donc, dans le nouveau Cameroun, on n'aura pas besoin d'une présidence aussi encombrée. On a besoin que de 2 ou 3 grands services et c'est tout. Mais on a un ensemble de choses, mais le résultat des courses sur le terrain, vous le voyez parce que tous ces gens nous apportent, parce que vous avez un DCC adjoint, un SGP et un SGP adjoint, sans compter tous les services. Alors, l'intendance chargée des pavillons présidentiels et de toute l'administration de la présidence existe, avec un intendant qui est richissime aujourd'hui et c'est reconnu. Ce sont des choses qu'il va falloir abolir dans un nouveau Cameroun. Nous disons par ailleurs que le problème du Cameroun, ce sont les richesses nationales qui doivent être réparties entre les enfants du pays. D'où vient-il qu'en matière d'exploitation du bois camerounais, que les Italiens viennent dicter leurs lois à tous les enfants du Cameroun qui sont à Douala? Allez-y voir au niveau de la sortie de la ville de Douala les misères et les calvaires que vivent les ressortissants camerounais. Allez-y interroger les populations villageoises de la région de l'Est s'ils bénéficient effectivement de la sortie catastrophique de ces essences au bénéfice des étrangers. Nous ne voulons plus d'un Cameroun qui est totalement remis entre les mains de l'étranger, qui viennent nous exploiter à longueur de journée d'importantes parts de marché qui sont accordées aux gens comme Bolloré et tout le reste, au détriment des enfants de ce pays. Nous ne voulons plus d'une ultra-domination des élites. C'est ça aussi le problème du Cameroun. Les élites qu'on nomme et qui sont dans votre parti, Maître Pensy, des personnalités ressources dans leur département d'origine, ils dictent leurs lois. C'est le cas dans l'Anvila, où vous avez le représentant du parti politique au pouvoir là-bas, qui arrache les terres, y compris jusqu'à tous ses voisins dans son village. Ce n'est pas ce que M. Biya leur demande. Ces élites-là qui viennent dicter leurs lois jusque dans leur village, en oubliant de rappeler qu'entre Ebolova et Kribi, en passant par Acom 2, la route a été détournée depuis de nombreuses années. On n'a jamais pu la bitumer et que sur la rivière Anvila, dont le nom du département arrive, c'est pratiquement en lambeaux au jour d'aujourd'hui que entre Ebolova
et Lolodorf, en passant par Efoulane, d'où passe le général Pierre Semenge qui est aux affaires depuis des lustres. La route n'a jamais été bitumée, on l'appelle la route des Allemands. Est-ce que ces gens-là rapportent toutes ces nouvelles à Yaoundé, les Jacques Famendongo, les Libom Lilikin qui sont l'élite locale de ce côté? Non, nous ne voulons donc plus d'un Cameroun des élites, nous ne voulons plus du Cameroun des ministres à vie, des ambassadeurs à vie, des directeurs généraux à vie, qui passent 10 ans, 15 ans au même poste. Est-ce que vous savez qu'il existe aujourd'hui à Yaoundé un PCA ou un directeur général en poste depuis 1972, Maître Pensi? Est-ce que c'est normal? Vous le connaissez. Alors, c'est quoi cette république finalement? C'est pour ça que nous disons qu'il faut totalement changer. Et que même en matière de politique internationale, ça devrait être totalement libéré. Il faut libérer les énergies, que toute la diaspora des 10 000, 15, 20 000 médecins camerounais qui veulent revenir au pays aient la possibilité de revenir, qu'ils ne soient pas empêchés de venir travailler chez eux parce qu'ils ont beaucoup de compétences. Vous sortez, on sort avec vous. J'ai le sentiment que mes compagnonnistes sont dans une forme de stress post-traumatique du fait de la malgouvernance que nous vivons depuis 36 années. Pouvez-vous m'expliquer comment est-ce qu'une économie qui ne dépend que du pétrole comme la Guinée équatoriale est réussie à payer à 128 000 francs de SMIC, le Congo à 90 000 francs, des économies qui sont très loin en dessous du Cameroun? Pourquoi est-ce que nous ne pensons pas que les Camerounais méritent mieux au regard des richesses que regorge ce pays? Ils se demandent où va venir l'argent. Le Cameroun a déjà de l'argent parce que pendant qu'on est en train de critiquer cela, il y a des fonctionnaires qui réussissent à détourner des sommes pharaoniques qui peuvent permettre à tous les Camerounais de vivre décemment. Il ne faudrait pas que les gens aient le sentiment qu'il s'agit d'une certaine forme d'utopie. Nous avons les moyens de pouvoir relever le SMIC au Cameroun en 5 années. On ne vous dit pas que c'est une opération qui va se dérouler en 2 jours. Elle va se dérouler en 5 années. Donc ça va aller de manière progressive. Vous vous imaginez que nous avons quasiment le même SMIC que la Centrafrique, un pays qui est complètement à lambeau. Donc vous estimez que le Cameroun n'est pas à même de donner à ses citoyens le minimum dont il a besoin pour pouvoir leur permettre de vivre décemment, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Vous parlez de bois. Dans notre programme également, nous vous disons que le bois sera débité sur place. Ailleurs, ce sont des industries qui font vivre les pays. Est-ce que vous savez qu'un pays comme le Vietnam vise la fabrication de meubles? Dans notre projet de société, il y a ce que nous appelons le contenu local. L'État ne dépensera pas un seul franc pour acheter quoi que ce soit fabriqué par des étrangers alors qu'il y a la production locale. C'est prévu. Les SMIC à 160 000 dont je faisais cas tout à l'heure, il y a un projet de loi qui a été proposé en 2015 par l'honorable Ossier à la présidence de la République. Parce qu'il y pensait fermement. Donc il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Les Camerounais peuvent vivre mieux. Ce pays leur appartient. Il ne faut pas qu'on amène les gens à croire qu'on peut payer 128 000 en Guinée équatoriale qui ne vit que le pétrole. Le pétrole au Cameroun, ça représente 9%. 9% dans le budget de l'État. Donc nous avons les moyens suffisants pour que les Camerounais puissent vivre ce cadre de vie aux Camerounais. Allez-y mettre pension et on sort la avec Centrafrique paye les fonctionnaires mieux que les Camerounais. Mieux que le Cameroun, vous imaginez ça? Merci Maître Ngwana. Maître Pension termine. On sort de cette je question voudrais avec que quand il fait des comparaisons des pays, moi que je connais bien, la Guinée équatoriale a 1 million d'habitants. Vous ajoutez encore quelques bœufs et quelques... Il est producteur de pétrole comme le Cameroun. Excusez-moi. Il est producteur de pétrole comme le Cameroun. Maître Ngwana, l'un à la fois, s'il vous plaît. C'est pas la même production du pétrole. Et la Côte d'Ivoire. Maître Ngwana, l'un à la fois, s'il vous plaît. Allez-y, Maître Il panique parce que ça ne fonctionne pas. Maître Ngwana, Je ne panique pas du tout. Vous paniquez, vous me laissez pas. Maître Ngwana, allez-y, Maître Ils ont plus de pétrole que nous et de gaz. Ils n'ont pas que ça. C'est ce que vous croyez. Mais j'en sors. Moi, j'y étais, vous n'y avez jamais mis les pieds. C'est ce que vous croyez. Maître Ngwana. Et ils ont 1 million d'habitants à peu près. Le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. Donc il n'a pas pu nous faire la démonstration comment ça. Il y a que. Je rappelle carrément, si vous ne le saviez pas, au niveau, je dis, du bois, parce que j'ai été avocat de quasiment toutes les sociétés, SFID, etc., c'est 70-30. Donc 30 ici, et 70%, 30% à l'exportation, 70 ici. Les nouveaux textes qui existent. Est-ce que c'est normal, vous trouvez? Non, on exporte 30. On est obligé parce qu'il y a des pays qui voudraient qu'on ait du bois comme ça. Par exemple, les Chinois peuvent prendre toutes les essences. Le Cameroun n'est pas dirigé par la Chine. Excusez-moi. Le Cameroun n'est pas dirigé par la Chine. C'est nous qui devons prendre des mesures pour les Camerounais. Excusez-moi. Maître Ngwana. Vous ne connaissez pas le secteur. Je connais le secteur. Non, vous ne le connaissez pas. Ça fait 30 ans que je connais le secteur, monsieur. Vous ne le maîtrisez pas. Et vous êtes incapable de pouvoir apporter des solutions. Maître Moustapha Ngwana. Je suis serein. On s'est entendu. Je suis serein. Oui, on s'est entendu. Monsieur Moustapha Ngwana, vous faites ce qu'on appelle des illusionnistes politiques et ça ne fonctionne pas. Vous êtes défaitiste.
Ouais, je suis en train d'expliquer quelque chose, comment je suis défaitiste. Et vous Je expliquez, vous expliquais pourquoi on que c'est sort de 70-30. ce sujet en 2 Eux, il est en minutes. train de dire 100%, moi j'ai dit c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des pays qui voudraient avoir un certain nombre d'essences, hein, et le Cameroun, par rapport à ce qu'on a dit, vous savez très bien que dans le cahier des charges, vous êtes obligé, lorsque vous avez eu ce qu'on appelle une assiette de coupe, de pouvoir faire un certain nombre de travaux et certaines populations reçoivent de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs que le maire d'une région de l'Est a été mis en prison parce qu'il aurait pris l'argent qui a été donné pour les forêts. Donc c'est un problème qui existe. Mais il faudrait que tout cela puisse s'améliorer. Je voudrais dire que sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour sortir, moi je suis d'avis qu'il faudrait augmenter le salaire des Camerounais dans une proportion qui soit supportable par notre budget pour pouvoir leur donner le pouvoir d'achat. Parce que ce qui se passe, si vous voulez avoir la croissance, il y a 3 triptyques. Il faut les investissements, il faut les exportations, n'est-ce pas? Et il faudrait que vous puissiez faire en sorte que les gens puissent consommer. La consommation. Donc, ce sont le triptyque qui doivent entraîner une croissance. Donc, nous sommes dans une période vraiment où nous avons quelques difficultés. J'avoue que certains débordements existent qu'il faudrait corriger. Et moi, j'ai même apporté une solution qui était beaucoup plus radicale, qui est de faire une loi sur l'enrichissement illicite qui permettra d'éviter des procédures à tort et à travers. Et à ce moment-là, on pourra gagner sur beaucoup d'argent et faire beaucoup d'économies d'échelle. Et c'est sur une question sportive qu'on sort de cette émission. La première liste des 23 du duo Sidoff-Puyvert est connue depuis lundi. Il s'agit des 23 qui doivent affronter le Comores le 8 septembre. Premier constat, l'absence de quelques-unes des figures de l'expédition gabonaise. Deuxième constat, les sélectionneurs ont choisi de parier sur ceux qui évoluent dans de grands championnats. Que pensez-vous de cette liste, vous, le journaliste sportif Samson Verango? Oui, j'ai bel et bien été à l'époque chroniqueur Justement. de sport. Et bon, si vous voulez forcément que je dise quelque chose sur la composition de la liste, bon, généralement, lorsqu'une nouvelle liste arrive, on a envie de voir s'il y a des nouveaux. Et surtout, s'il y a quelques pépites à l'intérieur, oui, Paul-Georges Ntep, à l'époque, avait bien failli jouer pour l'équipe de France. S'il accepte de jouer pour le Cameroun, ce serait bien. Mais en réalité, bon, je ne serais pas aussi d'accord en même temps qu'on continue de faire la cour à des enfants du Cameroun qui, au départ, ont refusé de venir. Hein, parce qu'il y a eu à l'époque ceux qui se sont engagés sans poser de conditions, comme les Sébastien Basson, Joseph Désiré Job à l'époque, Patrick Mbouma et bien d'autres, jusqu'à Joël Matip et son frère. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui a besoin de se reconstruire. Mais au-delà du bling-bling qui peut en ressortir, il y a un problème de fond. C'est-à-dire que qui gère l'équipe nationale de football du Cameroun? C'est du ressort normalement de la fédération sportive. Mais pour le cas du Cameroun, ça a toujours été quelque chose de bien difficile avec la mainmise de l'État à compter de la présidence, en passant par le ministère des Sports qui a toujours voulu contrôler les choses. Mais aujourd'hui, il se trouve que nous n'avons pas de fédération sportive par la faute, effectivement, des dysfonctionnements criants qu'on peut relever au niveau de la gouvernance globale du Cameroun. Le football est à terre, est en lambeaux. Au moment où vous dites que vous attendez les étrangers dans quelques mois, vous avez quel interlocuteur vis-à-vis de la CAF et de la FIFA? Parce que la normalisation de version Dieudonné Happy est passée aussi à côté. Ils en profitent pour mettre leurs petits amis dans différentes commissions et à des postes de responsabilité, ça et là. Mais ce n'est pas ça qui leur a été demandé. Il leur avait été demandé de venir établir un calendrier pour qu'au bout de ce mois d'août, lorsqu'on leur a encore donné la chance, parce que c'est depuis plusieurs mois, qu'on ait affaire à des élections dans les démembrements dans l'ensemble des régions et qu'on puisse sortir le nom du nouveau président de la fédération avec un nouvel exécutif. On est bien loin de cela, c'est de l'obscurantisme parce que c'est voulu. Et là également, il ne faut pas disculper les gens même de la FIFA parce que à ce niveau-là, on voit bien que c'est eux qui tiennent le bâton de commandement et qu'ils ne sont pas en train de tout faire pour que les choses aillent vite pour la normalisation effective de ce football-là, qu'on revienne à l'orthodoxie. On n'a donc pas de fédération, on a encore affaire finalement à des séries de choses qui sont faites au ministère des Sports et de l'Éducation physique parce que là-bas, l'équipe nationale de football, c'est un peu la vache à lait du football camerounais. Tout le monde veut passer par là, tout le monde veut la contrôler. Je peux me réjouir pour terminer au passage quand même de la désignation de quelques anciennes gloires qui ont joué dans cette sélection-là. Le cas de Joël Epalais, que j'ai côtoyé, c'est bien qu'il arrive comme sélectionneur adjoint. Et puis,
quelqu'un comme Jean-Alain Boumson, on pourra peut-être se demander d'où est-ce qu'il sort, puisqu'il avait choisi de jouer pour l'équipe de France et qu'aujourd'hui, il a été choisi pour diriger l'équipe nationale des moins de 23 ans. Mais on est dans le domaine du football, c'est professionnel. Hein, parce que quand Patrick Kluivert, et je sors par là, et Clarence Seedorf, eux, arrivent pour bénéficier d'un total de quelques 60 millions de francs qu'ils viennent ramasser comme ça, alors que le Cameroun est un pays qu'ils n'ont jamais connu par le passé. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être reproché à nos dirigeants et peut-être à nos anciens joueurs eux-mêmes, les Joseph-Antoine Bell, Jérémy Njita, Brigoberson, qui se sont laissés instrumentaliser, qui sont allés retrouver le ministre l'autre jour pour une séance finalement qui n'a pas donné les fruits escomptés, du moins à mon niveau. Ils auraient pu poser la condition du joueur, du footballeur camerounais, ou bien de celui qui a joué pour le Cameroun au niveau de sa reconversion. Est-il véritablement à sa place ici? Lorsqu'on a mis en place les commissions pour la prochaine compétition, les anciennes gloires n'étaient pas totalement incorporées là-dedans. Donc, il y a tout un ensemble de choses dont nous disons qu'elles auraient besoin de recevoir des réponses adéquates. Lorsque nous arrivons aux affaires, nous aurons envie d'implémenter un vrai mouvement sportif national avec les athlètes qui soient d'abord principalement mis en avant. Maître Ngwana, parier uniquement sur des joueurs qui évoluent dans de grands championnats, des championnats de grande envergure, au détriment des joueurs locaux. Pensez-vous que cette stratégie puisse s'avérer payante à la fin? Il faut dire que le candidat du SDF, se propose déjà de ne plus accepter que nous ayons des étrangers à la tête de nos équipes nationales. Nos équipes nationales doivent être dirigées par les Camerounais dans l'intérêt des Camerounais et ils doivent recevoir une formation adéquate, au moins égale à ceux qui viennent d'ailleurs. Ils doivent également être payés en conséquence. Maintenant sur la question. Ceci dit, nous pensons qu'il faut également promouvoir le football local. Je note que vous n'avez toujours pas répondu à la question. Et on est en train de sortir de l'émission. Pour moi, nous devons promouvoir le football local. Les joueurs locaux doivent également être pris en considération parce que c'est au contact des professionnels qu'ils apprennent, qu'ils s'aguerrissent pour être plus compétitifs dans l'intérêt supérieur de la nation et même du championnat national. Maître Emmanuel Pensier, on sort avec vous. Comment est-ce que vous analysez l'absence des joueurs qui ont pourtant été de l'expédition gabonaise, je le disais tout à l'heure. De Massogo voilà. et Moukandio. De l'ex-capitaine. Oui, mais j'ai l'impression que, d'ailleurs, pour la venue de Clarence Seedorf et de Kluivert, c'est des très grands joueurs qui sont connus mondialement. Et cette décision-là, et je rejoins sur ce point, Ingo, cette décision vient d'en haut, c'est-à-dire au plus haut niveau. Ça, c'est connu. Ce n'est pas la normalisation qui les a choisis. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le ministre des Sports qui a pris cette décision parce que la présidence va garantir le paiement. Bon, c'est comme ça a été décidé. Pourquoi pas un entraîneur local? L'entraîneur locaux, on sait qu'ils sont dans toutes les magouilles. Ingo peut en parler. Les joueurs, quand il va venir, il faut qu'ils donnent l'argent, il faut ceci, machin et tout ça. C'est toute cette histoire-là qui fait que ça ne marche pas. Donc, ils comprennent d'abord, puisqu'on veut faire quelque chose de sérieux, puisqu'ils veulent en même temps être les agents des joueurs. Il y a toute une magouille là-dedans qui fait en sorte qu'on ne les prend pas, alors que nous avons quelqu'un comme Akono qui a gagné les Jeux Olympiques. Nous avons des gens qui peuvent le faire. Vous avez Michel Kahn, etc. Donc on ne veut pas de ça pour l'instant, parce que le Cameroun voulait une sérénité au niveau de la CAN. Sur la base de tout l'argent comme est sur la CAN, on discutera de ça un jour. Je ne suis pas du tout d'avis qu'il fallait mettre autant de milliards. Mais à partir du moment où on passe de 16 à 24 équipes, on a décidé qu'il y aura la CAN et on est en train de faire tout pour que ça puisse fonctionner. Donc maintenant, je vous rappelle, ce n'est pas Cameroun, c'est les Comores. Je pense que nous jouons comme les Comores. Les Comores, vous allez avoir dans cette affaire-là, il faut savoir que qui gère paye. Maintenant, le salaire de Kluivert, est-ce que c'est beaucoup? Je rappelle que ça ne fait même pas 100 000 euros. Quand vous voyez les entraîneurs en France, ils ont 500 000 euros le mois, d'autres ont 1 million d'euros, hein, comme l'entraîneur de Chelsea. D'autres dépassent ces montants-là. Donc le montant a l'air énorme. Mais si vous divisez pas ça par deux, ça fait pas. S'ils viennent donc, c'est parce qu'ils veulent avoir une réputation. Parce que le Cameroun est un pays, si vous réussissez, vous devenez un entraîneur important. Regardez le roi,
comment il est devenu. Il a été décoré hier ou avant-hier par Ouéa, parce que Ouéa lui-même qui a commencé par le Cameroun. Mais le Cameroun n'a pas de stade. Le Cameroun, vous voulez prendre les gens d'ici qui jouent sur les terrains boueux, qui ne savent pas ce que c'est que le gazon. C'est pour ça que le président de la République a décidé qu'il va y avoir ces stades-là. Et ça va, avec l'ANAFOOT, refaire en sorte que le football camerounais, qui est l'élément, je dis, sur lequel il y a une unité nationale de grande envergure, pourra le trouver célèbre. Merci Sam Sévérin Ango d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bon retour sur Yaoundé. Merci Maître Moustapha Ngwana. Merci aussi. Maître Emmanuel Pensi. Je remercie et je suis content d'avoir discuté avec mon ami Ngo. C'est quelqu'un qui m'a toujours reçu dans les émissions télé. Et vous savez très bien que nous sommes en politique. Je l'aime toujours très bien, ainsi que mon confrère ici présent. On s'adore, mais c'est comme ça les débats politiques. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.